bienvenue pour cette dernière pulpe de la saison 1 2025. Les prochaines dates, ce sera le 11 octobre avec Brigitte Baumier, à l'occasion du festival Fauteuil Rouge Cinéma Handicap, qui viendra nous parler de l'histoire de la persécution de la langue des signes. Le deuxième rendez-vous, ce sera le 8 novembre, et ce sera avec Danielle Stier, qui est chercheuse en cosmologie et qui viendra nous parler du cosmos. Et enfin, en décembre, je ne me souviens plus de la date exacte, il s'agira des forêts pour cette dernière pulpe de l'année 2025. Je laisse tout de suite la parole à Jonathan Russier qui va nous parler de gestion des rivières. Ouais, donc du coup c'est bon, si vous m'entendez, je vais continuer comme ça. Merci à la Comcom de nous inviter. Donc Jonathan Russier, je suis coprésident d'une association de protection des rivières et de la biodiversité qui s'appelle Sismae. On est basé au Chaumont-sur-Lignon, donc juste à côté. On aura l'occasion, si après vous voulez discuter un peu, de parler un peu plus de ce qu'on fait. Là aujourd'hui, je comptais vous parler un peu plus de l'historique de la gestion des cours d'eau, les tendances un peu aussi pour le futur. Et puis voilà, il y a 2-3 petites photos de diapos qui sont plus sur voir un peu vous ce que vous ressentez et ce que vous voyez sur les photos que je vais vous montrer. Voilà, l'idée que ce soit un peu interactif à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous fonctionnez d'habitude, mais s'il y a des questions, je veux bien les prendre au fur et à mesure. Et puis voilà, n'hésitez pas. C'est parti. Si j'ai pas mis le truc, si. Ok. Oui, donc juste avant de commencer, je voulais vous dire deux grandes idées et deux grands principes de l'hydrologie. Quand on est un jeune technicien de rivière, je l'ai pas dit, mais j'ai été technicien de rivière pendant une quinzaine d'années. Quand on est un jeune technicien de rivière, c'est ce qu'on apprend. En gros, qu'une rivière, c'est un bassin versant. Donc, bassin versant, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, une rivière, elle est délimitée par des lignes de crête, et son bassin versant, c'est l'aire d'alimentation de la rivière. Prenez l'exemple d'une baignoire, en gros, une goutte d'eau qui va tomber à l'intérieur de la baignoire, elle va forcément se retrouver à la bonde à un moment. Et le bassin versant, c'est ça, c'est une goutte d'eau qui va tomber ici, elle va forcément se retrouver là à la sortie. Et il y a plusieurs échelles de bassin versant. Là, par exemple, c'est le sous-bassin, et là, le bassin versant complet. Donc ça, c'est un peu la base de la gestion des cours d'eau et ce qu'on nous apprend pour le coup à l'école. Et c'est délimité par les lignes de crête. Ici, on a, je pense que ça parle pas mal aux gens ici, c'est qu'on est entre la ligne de crête de l'Atlantique, avec la Loire et l'Atlantique, et la Méditerranée. Si on va sur Saint-Agrève, tout coule dans l'Eyrieux, le Rhône et la Méditerranée. Donc on est vraiment nous sur cette zone. Par exemple, on pourrait être à peu près ici, sur une zone de plateau avec des lignes de crête pas très marquées. Et le deuxième grand principe en hydrologie, c'est qu'une rivière, ça s'écoule de l'amont, la montagne, vers l'aval, la vallée, et ça rejoint la mer. Donc voilà, les deux grands principes, c'est une rivière en bassin versant, et une rivière, ça va de l'amont vers l'aval. Alors une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit, et comme pour toute règle, à chaque fois, il y a des exceptions. Et une première, là je vais vous donner quelques exemples, vous verrez il y a pas mal de choses qui sont issues d'Albanie et du Kosovo, c'est des exemples parce qu'avec notre association on travaille là-bas, donc voilà, c'est aussi pour avoir d'autres exemples qui ne sont pas que locaux. Et là on a un exemple au Kosovo, donc la Nerodim, c'est une rivière qui part du sud du Kosovo, là, qui en fait se jette dans deux mers. Donc l'exemple que je vous disais, une rivière ça coule des sources vers la mer, déjà c'est pas tout à fait vrai, il y a d'autres exemples dans le monde comme ça. Historiquement, cet écoulement, donc là on le voit, il a été aménagé aujourd'hui. Historiquement, c'était en souterrain et il y avait vraiment cette nappe phréatique qui allait vers deux mers. Aujourd'hui, on a la branche nord ici qui rejoint donc, la Libar, la Sitnica Libar, et puis le Danube et qui va dans la mer Noire. Donc ça, c'est la branche nord. Et on a la branche sud qui rejoint le Vardar, qui traverse la Macédoine du Nord et la Grèce et qui va se jeter dans la mer Égée. Donc ça, c'est déjà une première particularité. La deuxième, on dit qu'une rivière ça rejoint la mer, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 20% des continents dans le monde où les rivières ne rejoignent pas la mer. On appelle ça des cours d'eau ou des fleuves endoréiques, donc qui n'ont pas d'exutoire, qui sont internes. Et le plus grand exemple, c'est le delta de l'Okavango. On le voit souvent, le delta de l'Okavango, dans les films de nature sur la faune, la flore. On le voit souvent, c'est assez bucolique. Et en fait, c'est un peu un exemple inverse. Là, on a l'impression que c'est une zone de source, mais en fait, non. Tous ces bras-là qu'on voit, le cours d'eau principal, il est ici, il arrive et il se déverse en fait dans ce delta. Et ce qui fait qu'il ne rejoint pas la mer, c'est qu'on a un dénivelé qui est en dessous du niveau de la mer et en plus une évaporation importante qui fait que l'eau s'évapore, en fait, elle ne rejoint jamais la mer.
Et donc ça, on a plusieurs exemples dans le monde, et comme je vous disais, voilà, 20% du territoire des continents, pardon, se jette pas dans un océan. Et pareil pour moi, qui ai bossé là-dedans pendant longtemps, en France, la différence entre un fleuve et une rivière, je ne sais pas si vous l'avez. En gros, le fleuve, il se jette dans la mer, et la rivière se jette dans une autre rivière, un ruisseau se jette dans la rivière, puis dans le fleuve. Ça, c'est même pas vrai pour par exemple tous les gens qui parlent anglais, parce qu'en anglais, la seule phrase qu'il y a pour dire un fleuve, une rivière, un ruisseau, c'est river. Il y a un peu stream qui veut dire cours d'eau, etc. Mais nous, cette différence-là, par exemple, du fleuve qui se jette à la mer, ça pose pas de souci pour les anglo-saxons. Voilà, du coup, pour la deuxième, un peu exception de la vérité. Et encore une autre, c'est qu'une rivière, ça coule dans un sens. On disait, ça coule des sources jusqu'à la mer. Et ben c'est pas toujours vrai. Là, on a l'exemple avec la rivière Tonlé Sap, qui est aussi le nom du lac, qui est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, vous voyez, au Cambodge, là. Donc le Tonlé Sap, donc, la rivière s'écoule depuis le lac jusqu'au Mekong, qui est ici. Donc ça fait partie du bassin versant du Mekong. On appelle ça une rivière émissaire. Elle sort du lac, c'est la rivière qui est nourrie par le lac. Et en fait, cette rivière, en fonction de la saison, elle va changer de son d'écoulement. Quand c'est la saison sèche, la Tonlé Sap, le lac, va alimenter la rivière, puis se jeter dans le Mekong et rejoindre la mer de Chine, au large du Vietnam. Pardon. On le voit, l'embouchure, le delta du Mekong, pour le coup, là, est au Vietnam, au sud du Vietnam. Et quand c'est la saison des pluies, donc le Mekong prend ses sources sur l'Himalaya, quand c'est la saison de la mousson, le Mekong est tellement haut, on est sur un secteur très très plat, là, tout le Cambodge, à part un peu les montagnes ici, là, à la frontière avec le Laos et le Vietnam, sinon c'est quand même assez plat comme pays, c'est la plaine du Mekong. Et ben, quand le Mekong est assez haut, que c'est la saison des pluies, c'est le Mekong qui va venir alimenter la rivière, donc qui va changer de ses écoulements, qui va remonter vers le nord, elle a un sens d'écoulement d'habitude qui est sud-nord, et bien là elle va passer nord-sud et elle va alimenter le lac qui va tripler de superficie. Donc c'est un écosystème vraiment à part entière pour le coup, et il y a tout, quand on est sur le Tonlé Sap, on a l'impression d'être au milieu de la mer, on ne voit pas les berges, il y a des villages flottants, il y a toute une économie et toute une vie qui s'est développée sur ce lac, et qui évolue en fonction de la saison, du coup, de la taille du lac aussi qui évolue. Donc voilà, les trois idées, une rivière c'est un bassin versant, mais c'est pas toujours vrai. Une rivière ça coule des sources vers la mer, ça ne débouche pas forcément sur une mer. Une rivière, ça coule dans un sens, mais pas toujours. Et le dernier, donc là, notre exemple d'une rivière, c'est un bassin versant. Donc ça, c'est des cartes qu'on peut établir quand on est technicien de rivière pour délimiter le territoire qu'on gère. On prend l'exemple de la Loue. La Loue, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une rivière du Doubs, Doubs, Jura, voilà, dans le nord-est de la France, limite avec la Suisse. Pendant très longtemps, là, vous voyez les sources de la Loue. C'est une résurgence qu'on appelle. Donc, ici, on a un substrat, un sol qui est plutôt granitique. Le Massif central, globalement, c'est du granit. On a quelques zones qui sont volcaniques avec les Sucs ou le Mézin. Là, c'est des régions qui sont calcaires, qu'on appelle karstiques, donc comme la Drôme, le sud Ardèche, où en fait on va avoir beaucoup d'écoulement de l'eau en sous-sol. On ne le voit pas, mais en souterrain, la roche qui est du calcaire, qui est une roche sédimentaire, qui est très friable et qui se dissout facilement. Donc avec l'action de l'eau, de la pluie, ça va créer des failles, des fissures et vraiment des rivières souterraines. Donc ça c'est très courant dans le karst, dans les systèmes karstiques. Et pendant très longtemps, la Loue sortait avec plusieurs mètres cubes secondes comme ça de la montagne. On ne savait pas d'où ça venait, parce que si vous voyez la source de la Loue, elle est ici, et elle est vraiment à la limite des lignes de crête. Donc là, les différentes couleurs, c'est les lignes de crête des bassins versants. Voilà, on ne l'expliquait pas, et puis un jour, il y a eu un accident à Pontarlier, ici. Donc je ne sais pas si ça parle pour certains, mais Pontarlier, ça a été l'un des premiers pastis qui a été créé, avant même Ricard ou 51. Et du coup, il était fait dans le Doubs, à l'usine de Pontarlier, qui est au bord du Doubs. Il y a eu un incendie dans l'usine, les pompiers flippaient tellement que les cuves d'alcool explosent et que ça fasse un suraccident. Ils ont dit au patron, vidangez la cuve dans la rivière, tant pis, vidangez tout dans le Doubs, et comme ça on évitera le suraccident. Donc ils ont fait ça. 3 jours plus tard, c'est la Loue qui était ici, qui sentait le pastis. Et c'est comme ça, grâce à cet accident, et aujourd'hui maintenant il y a des études qui ont montré, qui ont permis d'établir cette carte, qui montrent qu'en fait la Loue, son bassin versant délimité par les lignes de crête, c'est ce qui est en violet ici, et le bassin versant effectif qui alimente la rivière, c'est celui qui est en rouge, qui est ici, et qui du coup prend le Drugeon, le Haut-Doubs jusqu'à Morteau quasiment, ici, et aussi d'autres affluents, etc. Donc aujourd'hui, le technicien de rivière qui gère la Loue, il gère aussi le Haut-Doubs en fait. Le syndicat de rivière, ils ont tout globalisé parce qu'en fait, en souterrain, tout passe par-dessous, donc voilà.
Un peu pour dire que les grandes idées qu'on nous apprend à l'école au début, en fait, une fois sur le terrain, c'est toujours un peu différent. Nous, on n'a pas des cas aussi extrêmes ici, en Loire, on va dire, mais dans le sud Ardèche, ou même avec les roches volcaniques sur le Devès, on a des choses un peu comme ça aussi, comparables. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie, voilà, pour dire qu'on a vraiment des exceptions à chaque fois et que dès qu'on établit une règle, c'est pas toujours écrit dans le marbre. La deuxième partie, je voulais vous parler un peu plus de la Loire, du coup, localement. Euh, L'idée, c'est quand même de voir un peu l'évolution du cours d'eau, comment elle a évolué depuis. Bon, on ne va pas remonter à des millions d'années, à part là, on est sur 12 millions. Globalement, je vous disais, on est sur un rocher granitique ici, je pense que, enfin, notamment sur le Lignon, quasi exclusivement, à part le Lisieux. Ouais. Ce rocher granitique, il est issu d'une chaîne de montagnes historique il y a 400 millions d'années, quand les continents étaient regroupés, qui s'appelle la chaîne hercynienne. C'est le même rocher qu'on retrouve dans le Morvan. Le massif central et le Morvan, c'est la même roche. Le massif central et le massif armoricain en Bretagne, c'est aussi la même roche et c'est issu de cette chaîne de montagnes. Il y a même des morceaux qui se retrouvent aux États-Unis, dans les Appalaches. Globalement, ça, c'était la première origine de la formation du massif central. Après, la Loire, les derniers événements vraiment géologiques qui ont modifié sa topographie, le relief ici sur le secteur, vous le voyez, ça a été d'abord le volcanisme du Mégale, qui est donc le Lisieux, le Mounier, le Testavord. Les derniers événements, c'est plutôt 12 millions d'années. Ensuite, on a le Mézin, il y a 6,5 millions d'années, les derniers événements. Tout ça, c'était des laves très pâteuses. Donc elles étaient très riches en minéraux, du coup très pâteuses, et on voit très bien sur les sucs qui cingelaient. La lave, elle est sortie, elle est restée sur place, quoi. Ça fait des petits dômes comme ça, et à chaque fois qu'il y avait une faille, et ben, la lave est sortie, elle a donné un petit volcan. On va le voir sur le Devès pour le coup. Donc le Devès, c'est le plateau qui est entre la vallée de la Loire et de l'Allier, au-dessus du puits, Caire, Pradel, le Brignon, tout ça. Là, on avait une lave qui pour le coup était beaucoup plus fluide, beaucoup moins riche en minéraux, et du coup elle s'est étalée par couches successives. Vraiment, on verra, c'est ce qui a créé le plateau. Je vous ai mis, non, ou pas. Voilà. Là. Alors je ne vais pas vous bassiner avec de la géologie, mais juste pour vous montrer, je pense que c'est éteint. Pour vous montrer que tout en haut, du coup, vous voyez la Loire qui coulait sur son massif de granit, qui avait creusé sa petite vallée. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Après la chaîne de montagne, on avait un massif très très plat et on se retrouvait avec ça. Aux alentours de moins 50 millions d'années, donc voilà, je ne suis pas du tout historien, il va falloir pas me poser des questions sur les dates, mais clairement c'est on va dire entre moins 70 et moins 30, entre l'orogénèse, la formation des Alpes et des Pyrénées, où du coup ça a eu des impacts importants sur le massif central, parce que ça a créé des effets de succion, d'aspiration. Quand on a créé les montagnes, ça a absorbé de la matière depuis le massif central, et ça a créé ces failles globalement. Et la Loire s'est retrouvée à s'écouler quand même dans une vallée assez ouverte, vous le voyez, avec des falaises comme ça, mais quand même encore assez ouvertes. On a eu les premiers épisodes volcaniques après qui sont sortis justement par ces failles qui ont été formées, et vous le voyez sur les derniers événements là, du Devès, on a des laves très fluides qui ont coulé, qui ont complètement bouché la vallée de l'Allier, ici, avec la Margerie dans ce coin-là. Là, donc, c'est les restes du plateau du Devès, et nous ici, les sucs, enfin, le Haut-Lignon, on va dire. Et la Loire a été complètement poussée par la couche de lave contre la paroi. Et donc pendant une période, elle a même coulé au-dessus de la couche de lave. Aujourd'hui, elle a retaillé sa vallée à l'intérieur et on retrouve le granit au fond de la rivière. Par contre, sur les berges, c'est ce que vous voyez ici à Arlandes, là, si vous reconnaissez la chapelle d'Arlandes. On est dans les gorges amont de la Loire, donc en amont du Puy-en-Velay. Et tout ça, c'est des roches volcaniques. La Loire a entaillé en gros 600 000 ans, même pas, beaucoup moins parce que le basalte est un peu plus friable. Elle a retaillé sa vallée et elle est retournée au granit d'il y a 400 millions d'années. Voilà, c'est un peu la particularité sur le secteur ici, c'est qu'on a des vallées très encaissées, l'Allier et la Loire, parce qu'ils ont retaillé leur vallée à l'intérieur de ces glanes. Tout ça pour dire que depuis 600 000 ans, donc 0,6 million d'années, depuis 600 000 ans, globalement, il n'y a pas de changement morphologique sur la Haute-Loire, à part un peu d'érosion. Mais voilà, sur 600 000 ans, c'est assez limité. Mais globalement, la Loire s'écoule telle qu'elle est depuis 600 000 ans. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'arrivée des hommes. Donc globalement, les premières traces humaines sur le territoire entre Loire et Ardèche,
c'est à peu près 100 000 ans. Mais c'était plutôt du passage, les Néandertals qui venaient chasser sur certains abris, etc. Vraiment, les premières installations d'hommes de Néandertal, c'est 50 000 ans avant notre ère, donc en gros 48 000 ans. C'est des ordres de grandeur à chaque fois. Et où là, ils ont commencé à s'installer, vraiment, il y avait des zones de présence permanente. Et vraiment, l'arrivée des hommes, là pour le coup, Homo sapiens, nous, Homo sapiens sapiens, se sont installés sur le secteur il y a 3500 ans à peu près. Comment on le sait ça Vous voyez, la photo, c'est ce qu'on appelle typiquement une tourbière. Donc c'est un milieu, il n'y en a plus beaucoup sur le Haut-Lignon, il reste quelques traces, mais on en a encore pas mal sur les sources de la Loire. C'est des milieux en fait qui sont gorgés d'eau en H24, du coup ça empêche la matière organique de se dégrader. Donc que ce soit les végétaux qui poussent, là on voit il y a des sortes de joncs, mais c'est surtout des sphènes, un type de mousse spéciale. Cette mousse, quand elle meurt, elle va s'accumuler, ça fait du carbone, ça fait ce qu'on appelle la tourbe, que les Irlandais connaissent bien parce qu'ils se chauffent avec, ou les Écossais font du whisky avec. Mais la tourbe, elle s'accumule, c'est du carbone quasiment pur, et à terme, ça peut devenir aussi du pétrole dans un second temps. Donc nous, quand on fait des études sur ces tourbières, on va faire des carottages. Donc vous voyez, ça c'est une carotte de tourbe. Là, il peut y avoir, ça dépend des tourbières, mais des 10 ou 15 000 ans, même plus, de stockage de matériaux. Ça s'accumule très très lentement, c'est quelques millimètres par an. Et l'intérêt, du coup, vu que ça ne se dégrade pas, c'est que ça accumule aussi toutes les autres herbes, les autres données à côté, et notamment le pollen. Le pollen qui, lui, va voyager avec le vent, et qui est stocké du coup dans ces carottes de tourbière. Nous, avec du carbone 14, après on fait la datation et on arrive à redater les périodes. On sait du coup que les hommes se sont installés sur le plateau, on va dire, du Mésa, source de la Loire et globalement sud-est du Massif central, dans ces eaux-là vers 3500 ans, parce que quand on fait les études sur... Donc là, vous voyez, il y a différentes tourbières qui sont identifiées là. Donc sur le Massif central, c'est des données de la fac de Saint-Étienne. Donc des tourbières du Massif central, on a fait plusieurs analyses, et ça, c'est l'apparition des... Donc vous voyez ici, il y a l'échelle, on est à 3500 ans, 2000, j'arrive pas à dire 2005, non 2000. Donc ça, c'est l'apparition des pollens de céréales. Et en fait, naturellement, des céréales sur le plateau des Choix aussi, c'était des immenses forêts de hêtres. Quand on voit arriver les pollens de céréales, c'est l'arrivée des premiers hommes qui commencent à déchiffrer, qui commencent à faire de l'agriculture et à s'installer. Et donc l'étude des pollens, comme ça, ce qu'on appelle la palynologie, donc il y a des chercheurs qui vont aller gratter là-dedans, chercher les grains de pollen, les identifier, savoir quelle espèce c'est, et donc du coup en fonction des espèces, la variation des espèces, si on n'a que des hêtres, si on n'a que des résineux, les résineux c'est souvent, enfin si c'est des pins, plutôt signe de réchauffement, si c'est des résineux sapins, ça va plutôt être signe de refroidissement du climat. Comme ça on arrive déjà à donner une évolution du climat, et en plus, en fonction après des types de pollen, et ben on arrive à dater l'arrivée des hommes. Tout ça pour dire que voilà, la Loire a coulé en gros de 600 000 ans les derniers événements géologiques avec le volcanisme, jusqu'à l'arrivée des premiers hommes, vraiment qui sont installés. Je vais y arriver. Bon, voilà, 3500 ans, elle a coulé quasiment toute seule. Et ça aussi, ça veut dire que toute sa biodiversité, toutes les espèces qui vivaient dans la rivière, se sont adaptées, ont évolué tranquillement, sans besoin de personne. Donc, si on passe à l'étape suivante, on fait un gap un peu, là on passe juste à notre époque moderne, là après Jésus-Christ. On va dire que c'est la grande époque de l'utilisation pour le coup des rivières, et là du début de l'aménagement. Avant, les hommes se sont installés sur le territoire, ils ont commencé à défricher, à installer de l'agriculture. Là, ils ont commencé carrément à aménager les cours d'eau qui sont depuis longtemps souvent des frontières ou infranchissables ou des limites, notamment pour les peuples arvernes. Là, je vous ai juste mis la date du pont du Gard, qui est quand même un ouvrage en termes d'ingénierie qui a traversé plus de 2000 ans. C'est 50 après Jésus-Christ, le pont du Gard qui a été construit par les Romains. Nous, vraiment, le gros des aménagements des cours d'eau sur le secteur de la Haute-Loire, c'est vraiment le Moyen-Âge et le Haut-Moyen-Âge, on va dire à partir de l'an 1000, où là, on a commencé vraiment à construire des moulins un peu de partout. Je vous ai juste mis, donc là la photo c'est un des moulins qui est sur la Loire qui a été restauré d'ailleurs par la Fondation du patrimoine en aval de Retournac. Il est assez beau à voir pour le coup. Juste pour vous expliquer le fonctionnement d'un moulin, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais globalement c'est toujours le même fonctionnement. On prend un cours d'eau, on fait un barrage, donc plus ou moins gros en fonction de nos possibilités et du contexte aussi géologique ou morphologique. On crée un canal d'amener de l'eau qui arrive au moulin. Ensuite, la rivière continue, le débit qui reste à couler dans son ancien lit.
Il y a des ouvrages de protection, donc je vous passe le canal de décharge qui permet, s'il y a une crue, de faire passer une partie du débit dans ce canal-là pour protéger le moulin. Et après, le moulin, du coup, avec la chute qui est créée par le dénivelé, parce que le canal, l'intérêt, c'est qu'il soit plus court que la rivière. La rivière, elle va arriver à faire des méandres, donc elle va adoucir sa pente. Le canal, on prend la courbe la plus courte pour arriver au moulin, et ce qui fait que la différence entre la rivière et le canal, c'est ce qu'on appelle la chute, et ce qui permet de faire tourner la roue. Après la roue, on met ce qu'on veut. Là, on peut mettre un moulin à farine, un moulin à noix. Aujourd'hui, ça va être de l'hydroélectricité, une turbine. Il y a eu aussi des engrenages qui ont été faits pour la passementerie. Dans le Pilat, par exemple, beaucoup de tissage et tout était fait avec l'énergie hydraulique. Au plus on a de chute et au plus on a de débit, au plus on a de force. Donc après, ça définit ce qu'on peut mettre derrière. Mais globalement, l'aménagement des rivières depuis le Moyen-Âge, c'est ça, on fait un barrage de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de haut, ça dépend, et on aménage un canal derrière avec une roue qui fait tourner soit un moulin, soit du tournage du bois aussi pour faire des pieds de mobilier, etc. C'était toujours le même principe. Ensuite, on est passé à une autre ère, un peu plus impactante et un peu plus, je sais pas comment dire, ambitieuse peut-être. C'est l'après-guerre, notamment avec la construction des grands barrages. Donc là, je vous parlais de seuils qui peuvent faire des levées 4-5 mètres de haut maximum. Le premier grand barrage en France, vraiment, on considère qu'il a été fait en 1667. C'est Riquet pour la construction du canal du Midi sous Louis XIV, vu que le canal descend des deux côtés, pareil, il y a un petit col au milieu. En fait, on est obligé de l'alimenter en continu par l'amont. Donc il y a des sources qui sont captées, qui sont amenées dans un barrage qui fait 15-16 mètres de haut, et qui a été le premier vrai grand barrage en France, qui est toujours utilisé. Pour tout dire, en Espagne, le premier grand barrage qui fait 12 mètres de haut, il date de l'époque romaine justement, donc en gros de la naissance de Jésus-Christ, et il est toujours utilisé pour l'alimentation en eau potable. Il avait été construit par les Romains, du coup avec des aqueducs, etc. Donc aujourd'hui on a des tuyaux pour amener le robinet, mais c'est toujours ce barrage-là qui a plus de 2000 ans, qui a été construit et qui sert à l'alimentation en eau potable. Et ensuite, je vous ai mis un dernier événement qui là concerne vraiment la Loire, et c'est le dernier grand aménagement qui a été fait sur le secteur, en tout cas sur la Loire. Il y en a eu un peu plus bas plus tard. C'est le complexe de Montpezat. Je ne sais pas si ça parle à certains, il y a plusieurs barrages qui ont été faits dans les années 50 après-guerre. Donc après-guerre, il y a eu une grosse politique de construction de grands barrages parce que pour relancer l'autonomie énergétique de la France, ça a été une des solutions, c'était de dire on a du relief, on a des montagnes, on va construire des barrages, stocker de l'eau pour avoir de l'hydroélectricité. Et aujourd'hui, on est l'un des pays en Europe qui avons le plus d'hydroélectricité dans le mix énergétique. De mémoire, ça doit être quelque chose comme 20%, il y a 70% nucléaire quand même, mais une vingtaine de pourcents d'hydroélectricité. Et ça, c'est la seule énergie qu'on sait stocker aujourd'hui. En fait, on stocke de l'eau, du coup, on ouvre la vanne quand on veut, et c'est le seul moyen qu'on a de stocker de l'énergie, parce que pour l'instant, les piles, notamment au lithium, ça ne fonctionne pas très bien, et en tout cas, on ne peut pas stocker beaucoup d'énergie là-dessus. Je vous ai mis rapidement un petit graphique de l'aménagement, donc c'est sur les sources de la Loire en Ardèche. Il y a un premier barrage qui est le barrage de la Véradère, je vais mettre le deuxième schéma avec, qui est sous le village du Béage, donc on ne le voit pas très bien celui-là, il n'est pas très haut. Mais ensuite on a une canalisation qui est percée sous la montagne, qui arrive dans le lac d'Isserlès. Donc là je ne sais pas si ça vous surprend un peu, mais le lac d'Isserlès c'est un lac naturel, qui fait 138 mètres de profondeur, qui est un lac volcanique, c'est la lave qui a rencontré l'eau et qui a explosé, ça a créé ce lac. Et bah, du coup, aujourd'hui, son fonctionnement n'est pas du tout naturel. Il est donc une première fois percé pour amener l'eau de la Véradère dedans, une deuxième fois percé à un peu plus de 50 mètres de profondeur, où là, on a une galerie, donc à écoulement libre, elle n'est pas en charge comme un tuyau, il y a de l'air libre, on peut passer dedans, marcher dans l'eau si on veut, quand elle est en entretien. Et là, cette galerie-là, elle passe complètement sous la montagne, encore une fois, on va parler d'île de Crète avec la séparation entre la Loire, l'Atlantique de ce côté, et le Rhône et la Méditerranée de ce côté. Et elle interconnecte le barrage qui a été fait sur le Gage, donc le Gage c'est un affluent de la Loire, vous le voyez ici sous le Croc de Géoran. Un autre barrage qui a été fait sur la Loire à La Palisse, donc tout ça, ça a été fait entre 50 et 54. Ils ont du coup, c'est EDF qui a fait ces travaux-là, et après donc, toute cette conduite qui passe ici, là, sous la montagne, et qui arrive côté ardéchois, qui du coup, là, crée une chute avec une conduite forcée, on le voit ici, de 650 mètres. Donc c'est vraiment digne des aménagements qu'il y a dans les Pyrénées ou dans les Alpes, en termes de production d'hydroélectricité. Et là, par contre, on a du coup cette chute qui fait tourner des turbines dans une usine enterrée d'EDF. Aujourd'hui, cet ouvrage-là, il est vraiment stratégique au niveau national.
EDF n'a jamais lâché la concession d'exploitation. Parce que si jamais il y a un blackout, que le réseau coupe parce qu'on a trop tiré, parce qu'il y a un incident, je ne sais pas, une ligne qui a coupé, en fait là manuellement EDF ils peuvent réalimenter le réseau. Donc ils ont des vannes à tourner, ça relance la machine, ça réalimente le réseau, ça permet de redémarrer d'autres centrales à charbon, au gaz, etc. Et donc cet ouvrage-là est classé au niveau national comme stratégique pour la réalimentation en électricité. Voilà. Il y aura plein de choses à dire là-dessus. Et du coup, il y a du transfert interbassin, puisque l'eau de la Loire est envoyée côté Ardéchois, ce qui permet notamment l'été de faire du canoë sur l'Ardèche. Sinon, les touristes feraient du canoë sur le Caillou. Voilà. Ça, c'était, on va dire, la deuxième grande étape d'aménagement des cours d'eau, qui est un peu plus récente, qui s'est terminée globalement sur la Loire. Il y a eu des tentatives de barrage dans les années 80, mais en Haute-Loire qui ont été avortées. Ensuite, on passe à une phase plutôt de gestion et de restauration, avec la première loi sur l'eau en 1964, où là, la première loi sur l'eau, elle a créé, donc on verra juste après les agences de bassin, mais elle a surtout instauré le principe de l'eau paye l'eau. Donc aujourd'hui, sur vos factures d'eau potable, vous avez une redevance qui part à l'agence de l'eau. Elle a été créée en 64 lors de cette loi, et ça permet du coup de financer derrière des travaux d'amélioration des réseaux d'eau potable, de stations d'épuration, de restauration des cours d'eau aussi. Donc tout ça, c'est le principe de l'eau paye l'eau. Mais EDF qui turbine de l'eau paye aussi une redevance. Les agriculteurs qui prélèvent de l'eau, qui polluent, payent aussi une redevance sur leur facture d'eau. Tout ça, c'est le premier grand principe qui a été instauré par la loi sur l'eau de 64. Ensuite, on a la directive européenne, vous voyez tout en bas à droite, je ne sais pas si tout le monde voit bien, où là, c'est l'Union européenne qui a repris à son compte le modèle de gestion français de l'eau. On a été un peu précurseur dans les années 60 de gérer les cours d'eau par bassin versant. Et bien, dans les années 2000, l'Union européenne a repris à son compte ce modèle de gestion et l'a diffusé sur tous les pays européens. Et ensuite, ça a un peu mordu, mais 2016, la dernière loi, c'était sur la loi biodiversité, où en gros on est passé d'une loi où on gérait vraiment la ressource en eau, donc l'alimentation d'eau potable, la qualité de l'eau, la quantité. On a commencé à parler un peu de gestion de rivières et de bassins versants en 2000 avec la directive CAB. Et vraiment, là, 2016, c'était une prise en compte complètement de la biodiversité au sens large, des écosystèmes. Je ne vous cache pas que les derniers événements, les derniers mois sont un peu en train de remettre en cause cet aboutissement, on va dire. Mais en tout cas, voilà, nous on s'en tient là. Ça, par exemple, la loi de biodiversité a créé l'Agence française de la biodiversité, qui est aujourd'hui très contestée, notamment par le monde agricole. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Office français de la biodiversité, mais c'est la même chose. C'est la police de l'environnement qui permet aussi de surveiller, de voir ce qui se fait sur les cours d'eau, mais pas que, tous les milieux naturels au sens large. Oui, je ne l'ai pas dit, mais entre-temps, on a eu quand même 92, qui a été une autre étape importante en France, c'était l'eau, qui est un patrimoine mondial de la nation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas la privatiser, qu'on ne peut pas la commercialiser, sous certaines réserves, puisque tout le monde a déjà vu de l'évian en bouteille, etc. On a des grandes entreprises françaises qui sont gestionnaires de réseaux d'eau potable, Veolia, Suez, qui font de l'argent sur l'eau. Mais voilà, quand même, en termes symboliques, en tout cas, la loi sur l'eau de 92 a consacré l'eau comme un patrimoine commun de la nation. Ce qui est le seul élément naturel, on va dire aujourd'hui, qui est consacré à ce niveau-là. Alors, j'ai deux. Là. Oui, je vous parlais du coup de 64, ça a créé les agences de l'eau. Donc les agences de l'eau, c'est on va dire des maxi-syndicats de rivière, des agences de l'État qui gèrent par grands cours d'eau français. Donc on a le Rhône, ici, nous on est à cheval, enfin ici clairement sur la Loire-Bretagne, mais Saint-Agrève est à cheval sur le Rhône et Loire. On a Adour-Garonne, donc la Dour c'est un petit fleuve, un grand fleuve côtier ici qui n'est pas indiqué, et la Garonne. Loire-Bretagne parce qu'on a regroupé les petits fleuves bretons avec la Loire. Rhône-Méditerranée et la Corse, donc c'est la même agence de l'eau. Et puis après on a donc la Seine à Paris, l'agence Rhin-Meuse parce qu'il y avait quand même deux gros fleuves dans le nord-est de la France qui coulaient. On a quand même justifié que ça demandait à avoir une agence de l'eau. Et puis on a une petite surprise là en haut qui ne correspond pas à grand chose, l'Artois-Picardie. Ça, pour l'anecdote, on a 6 agences de l'eau en France, c'est un nom de pair, c'est juste parce qu'à l'époque, il y avait 2 grandes écoles d'ingénieurs en France, les ponts et chaussées et les eaux et forêts, et qu'il fallait qu'il y ait un directeur de chaque dans chaque agence, donc il fallait que ce soit un nombre pair. Du coup, on a créé cette agence qui n'a aucune raison d'exister, elle aurait pu être regroupée avec la Seine ou avec Rhin-Meuse. Mais voilà, pour ne pas faire de jaloux dans les grandes écoles d'ingénieurs de l'État, on a créé cette 6e agence de l'eau.
Il y a certains pays en Europe qui ont fait le choix d'en avoir qu'une seule au niveau de l'État. L'Irlande, par exemple, là, on travaille avec le Kosovo, ils n'ont qu'une seule agence de bassin à l'échelle de tout le pays. Nous, voilà, on a vraiment fait le choix parce que ce qu'on fait à l'amont d'une rivière a un impact en aval. Donc, du coup, voilà, la gestion, elle est par bassin versant. Et du coup, de cette directive cadre européenne en 2000, est sorti tout un cycle on aime bien ça, je pense notamment au niveau européen, c'est de cycle on va dire, de gestion de projet. Donc on a fait un état des lieux en 2004 de l'état des cours d'eau, on le verra juste après comment on fait, qui donne un programme de surveillance, donc on va surveiller l'état de ces cours d'eau pendant plusieurs années, qui aboutit sur un SDAGE, encore un acronyme, c'est un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ça, c'est à l'échelle de chaque agence de l'eau. On a un SDAGE, ici, c'est des déclinaisons locales de la loi sur l'eau, de la loi nationale, qui après sont encore déclinées au niveau encore plus local, et notamment ici en Haute-Loire par département, par un programme de mesure. Voilà, tout ça pour vous dire, c'est des étapes à chaque fois, il y a des réunions, de la concertation, etc. Pour aboutir sur un nouvel état des lieux, sur un nouveau programme de surveillance, sur un nouveau schéma directeur, sur une nouvelle déclinaison de programme de mesure, et ainsi de suite, jusqu'en 2027. La directive cadre européenne a dit qu'on devait atteindre le bon état des cours d'eau dans toute l'Europe en 2027. À votre avis, est-ce qu'on y est? Parce qu'en 2027, c'est demain, pour le coup. On est sur le dernier cycle. C'est la diapo juste après. Je vous présente juste comment on définit le bon état d'un cours d'eau. Il y a l'état chimique. L'état chimique, c'est, ça je pense que tout le monde peut le comprendre, on va prélever de l'eau dans la rivière, on mesure le pH, on mesure la température, les nitrates en laboratoire, on va mesurer les nitrates. Ça nous donne, on a des normes de qualité, nous donne un bon ou un mauvais état. Ensuite, on ne se limite pas à ça, on a aussi l'état écologique. L'état écologique, c'est notamment, on dit qu'il est intégrateur. On s'intéresse à la biologie qu'il y a dans la rivière, donc les poissons, les insectes, les plantes ou les algues. Parce que le problème de l'état chimique, c'est que c'est une donnée à un instant T. Alors, on va avoir des pollutions qui sont chroniques. Par exemple, je ne sais pas, si on a un assainissement qui fonctionne mal, ben, on aura un peu tout le temps de pollution dans la rivière. Donc ça, on le verra quand même avec l'état chimique. Par contre, on a une pollution ponctuelle, accidentelle qui arrive dans la rivière. Et bien ça, on passe 3 jours après, on ne verra pas quand on va prélever notre flacon d'eau. Du coup, on regarde les insectes et les poissons qui vivent dans la rivière. Les poissons, ils vivent toute l'année dans la rivière, ils doivent se reproduire, etc. Donc ils sont vraiment intégrateurs de ce qui se passe tout au long de l'année. Et si, par exemple, on vient faire une pêche électrique, je ne sais pas, 2 mois après avoir prélevé notre flacon d'eau, on vient faire une pêche électrique avec la fédération de pêche pour regarder tous les poissons qu'il y a dans la rivière. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, déjà, il n'y a plus grand-chose, et en plus, c'est des poissons qui sont bien tolérants à la pollution. On fait la même chose sur les insectes qui vivent sous les cailloux, les larves de libellules, etc. On prélève les insectes, on les identifie, il y en a qui sont eux, il y a toute une gamme de polluosensibilité. Donc ils vont être sensibles à telle molécule chimique ou au contraire tolérants à telle molécule. Et en fonction des espèces, même si à l'instant T où on est passé l'eau est de bonne qualité, on peut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose à un moment donné, donc depuis le dernier prélèvement biologique, donc souvent c'est une fois par an. Et bon, on peut dire, ouais, là, il y a quand même eu un souci depuis la dernière fois parce qu'on ne retrouve plus ces espèces qui sont sensibles à la pollution et qui devraient être présentes. Donc voilà, on fait ça sur tous les cours d'eau de France. Sur le Lignon aussi, il y a plusieurs points de prélèvement, au Chambon, à Tence, à Failly. Donc voilà, un peu tout le long de la rivière. C'est fait par des prestataires de l'agence de l'eau notamment. Et ça nous donne du coup des cartes, comme vous voyez ici, de bon état ou de mauvais état des cours d'eau. Donc il y a les 5 catégories, très bon, moyen, médiocre, mauvais. Vous le voyez là, ceux qui sont un peu en plus gras, c'est le bassin versant de Loire-Bretagne qui nous concerne, pardon. Donc globalement, nous, vu de nez, on doit être là, je dirais, à peu près. Si on regarde rapidement, aujourd'hui en France, et en tout cas sur le Loire-Bretagne, les cours d'eau en meilleur état, ils sont en Bretagne justement. Alors qu'on a tous, je pense, en tête un peu comme quoi la Bretagne en termes de qualité de l'eau, d'algues vertes, de nitrates. Alors c'est pas toute la Bretagne, c'est le Finistère et les Côtes d'Armor surtout, c'est là où il y a eu les premières problématiques dans les années 90, où il y a eu des morts, officiellement non, mais des suspicions de mort. Et il y a eu des gros travaux engagés pour la restauration des cours d'eau, des plantations de haies, beaucoup. En Bretagne, c'est l'endroit en France où on plante le plus de haies. Et en fait, tout ça, ça a vraiment une efficacité. Aujourd'hui, 20 à 30 ans plus tard, on a des cours d'eau en très bon état en Bretagne, avec, on pourra en parler si vous voulez après tout, des moules perlières pas mal, du saumon, etc. On a encore l'île-et-Vilaine et le Morbihan, où c'est pas la joie, mais ils travaillent dessus justement. C'est aussi des secteurs bien plus agricoles ici. Nous, en ce qui nous concerne, sur les sources de la Loire, Ardèche, etc., on est plutôt en bon état. Le Lignon aussi, toujours
joue entre le bon état et l'état moyen, ça dépend aussi des paramètres. Et tout ça pour vous dire qu'on en est déjà au deuxième, troisième cycle, si je ne dis pas de bêtises, d'analyse, de suivi, d'état des lieux, de plan de mesure, etc. Donc les données, là c'est 2001, ça date un peu, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Et vous le voyez, en fait, on est à 43,8% de bon état au niveau national des masses d'eau, sachant qu'on vise les 100% en 2027. Autant dire qu'on va repartir sur un nouveau cycle de cycle. mais ça n'empêche pas, il ne faut pas non plus être démoralisé, et il y a quand même des choses qui s'améliorent. Notamment sur le secteur des sources de la Loire, on a quand même pas mal de cours d'eau qui a eu des gros travaux d'assainissement. C'est ça quand même la première des choses. Si on prend par exemple la Semaine ou le Lignon, les travaux d'assainissement qui ont eu lieu dans les années 80, c'est ça qui a grandement amélioré la qualité de l'eau. Aujourd'hui, les questions se posent plus en termes de changement climatique, on pourrait y revenir. Voilà un peu pour l'état des lieux jusqu'à aujourd'hui. On parlera après du futur et des pistes en tout cas qu'il y a sur la gestion des cours d'eau. Mais globalement aujourd'hui on en est vraiment à une prise en compte de la rivière dans son écosystème en général et pas que la ressource en eau. Pendant longtemps ça a été la ressource en eau, il fallait avoir de l'eau potable. Aujourd'hui on se rend compte qu'en fait si on veut de l'eau potable, il faut aussi qu'elle soit de bonne qualité. Et pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut que la rivière en elle-même soit aussi en bon état. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Mais... Si l'eau était en très très bonne qualité, on n'aurait pas besoin de mettre de la javel dans le robinet. Non. Alors, quand on parle de bon état écologique, oui, mais le bon état écologique, il est là pour maintenir la vie aquatique. Nous, jusqu'à présent, on n'est pas des mammifères aquatiques. On boit de l'eau, effectivement, mais ça permet en fait le bon état. On s'assure que les poissons, les loutres, les castors, les libellules qui vivent dans la rivière peuvent faire leur cycle de reproduction correctement. Par contre, ça veut pas dire que l'eau est potable. Par exemple, juste pour une aparté, la moule perlière, si certains connaissent la moule du Lignon, qui est ici, elle ne pourrait pas se reproduire dans notre eau potable. Elle a besoin de moins de 2 mg de nitrate par litre. On n'a plus la norme pour l'eau potable en France, c'est 50 mg, donc c'est 25 fois plus. Donc elle ne pourrait pas se reproduire dans notre eau potable, la moule perlière. En fait, ça dépend vraiment des paramètres. On ne pourrait pas dire qu'on peut l'avoir pareil, parce que sur les micro-organismes, ce qui est le plus important pour nous, par exemple les bactéries, et ben pour des poissons ou des saumons, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Par contre, nous, si on va boire une eau avec des échelles Chacoli, il faut qu'il y ait des toilettes à proximité. Voilà. Eau de rivière en bonne qualité, ça ne veut pas dire potable. Oui. Quand vous dites bon, mauvais, sur l'analyse chimique, je vais les répéter alors. Allez-y. Quand vous dites que c'est de bonne qualité, notamment pour la qualité chimique ou autre, est-ce que vous regardez tous les intrants de l'agriculture, les pesticides, insecticides, nématicides, etc. Est-ce que tout ça c'est regardé et suivi? Je pense notamment aux FAS ou n'importe quoi d'autre. Tous ces trucs-là. Ça évolue en fait. Glyphosate, est-ce que vous les dosez vraiment dans tous vos cours d'eau? Ça m'étonnerait. Non, alors pour le coup, ça évolue parce que moi, quand j'ai commencé mes études, il y a quasiment 20 ans maintenant, il y a plein de molécules qu'on n'étudiait pas parce qu'on n'en avait même pas connaissance, ou on ne savait pas en tout cas qu'elles étaient problématiques. Aujourd'hui, en général, dans les analyses qualité de l'eau de l'Agence de l'eau, il y a à peu près 700 vraiment molécules chimiques de pesticides qui sont analysées, et pesticides et surtout résidus de pesticides, parce qu'une fois qu'on les a mis, ils se dégradent, et il y a d'autres molécules qui sont toujours impactantes, qui sont moins efficaces pour les traitements qu'on veut faire, mais qui sont moins impactantes et qu'on retrouve dans les cours d'eau, des résidus de glyphosate, etc. Il y en a 700, en fait, des molécules, il y en a des milliers et des millions. Par exemple, on s'est aperçu à un moment que les résidus pharmaceutiques, c'était problématique, et notamment les résidus de pilules contraceptives, qu'on retrouve dans les rivières aujourd'hui aussi. Donc maintenant, on les analyse aussi. Les PFAS, on commence à les analyser aussi, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont très présents dans l'eau des rivières. Les microplastiques, pareil, il y a des campagnes de mesure de microplastiques, et on a des microplastiques aux sources de la Loire. Dès la source, au pied du Mont Gerbier de Jonc, il y a déjà des microplastiques dans les sources de la Loire. Alors, en fait, on progresse au fur et à mesure, mais déjà, il y a des questions de coût. Et comme je le disais, aujourd'hui, l'environnement est un peu moins à la mode et il y a un peu moins d'argent aussi là-dessus. Il y a des questions de moyens. En fait, on ne peut pas faire toutes les analyses sur tous les cours d'eau. En fait, il y a des roulements. On a des cycles souvent de 3 ans. On va faire des analyses pas exhaustives, mais très complètes tous les 3 ans. Puis tous les ans, on va faire plutôt du monitoring sur des petites molécules plus courantes. Mais si, on sectorise aussi en fonction des bassins versants et de l'occupation. Par exemple, on sait que dans la vallée du Rhône, on va analyser plus de molécules chimiques qu'ici, où ici elles seront ciblées plutôt sur les phytosanitaires, de l'agriculture et de la forêt, parce qu'on a quand même beaucoup aussi qui sont utilisés sur la forêt.
Mais voilà, on essaie aussi de prioriser en fonction du contexte local quelles molécules on va plutôt aller chercher. Et effectivement, souvent, dès qu'on cherche, on trouve. Oui. L'état du lignon, il varie de moyen à bon. C'est en fonction du débit, par exemple l'été il est moyen et l'hiver il est bon, ou c'est un autre d'autres paramètres? Alors ça c'est intégré effectivement, comme vous le dites, l'été le débit de la rivière est réduit, donc pour la même quantité de polluants qu'on va avoir dans la rivière, elle est plus concentrée. Donc ça, sur l'état chimique, il y a aussi des pondérations pour dire en fait l'analyse de l'été elle va être moins impactante que le reste de l'année. Si en gros 90% des mesures sont bonnes, s'il n'y a que celle de l'été qui n'est pas bonne, on va considérer que le cours d'eau est plutôt en bon état. Sur le biologique, non. Sur le biologique, si c'est en mauvais état, on considère que c'est déclassant. Ça déclasse la rivière, on ne va pas faire de modulation comme ça parce que le biologique, lui, il y est toute l'année dans la rivière. Et on ne peut pas considérer que parce qu'il y a une analyse qui est un peu moins bonne, ça déclasse, en chimique, ça déclasse tout le cours d'eau. On fait la modulation comme ça, effectivement, en fonction du débit, mais que sur le volet chimique et pas sur le volet biologique. Dans vos mesures, est-ce que vous mesurez la vitesse à laquelle ça se dégrade et est-ce que les actions vont plus vite que la dégradation? Rassurez-nous. Alors oui, on fait des suivis. Alors ça sera point par point, point de prélèvement par point de prélèvement. Effectivement, je dirais pas que tout est beau, mais ça dépend vraiment du contexte local. On a des cours d'eau qui vont avoir une progression spectaculaire. Je pense vraiment à la semaine, la Rec, Pont-Salomon, tout ça, qui était une rivière dans les années 60-70 où un jour elle coulait bleue, un jour elle coulait rouge, en fonction des teinturies qui étaient utilisées au-dessus. Aujourd'hui, la Semaine est quand même une rivière de bonne qualité, avec une densité de truites qui est parmi les plus élevées du département, du coup de France, parce qu'en Haute-Loire, on a une moyenne assez élevée. Donc il y a quand même des cours d'eau qui vont bien. La marge de progression, en fait, elle a été très rapide entre l'état mauvais, médiocre et moyen. Ça, on y arrive assez facilement à faire les premiers pas. Et passer de bon à très bon, là, c'est effectivement plus compliqué. Et ça demande des investissements plus importants. Et il y a beaucoup, nous en tout cas sur le secteur, les travaux d'assainissement, ils sont quand même globalement à peu près faits. Il pourrait y avoir toujours des améliorations sur la station de Chaumont, notamment l'été, avec la population touristique, mais globalement la qualité de l'eau, elle n'est pas vraiment impactée par les réseaux et l'assainissement. Il y a quand même les pratiques agricoles et le fait qu'on ait moins d'arbres au bord des rivières, moins d'ombrage, ça participe à dégrader la qualité de l'eau. Après, sur d'autres secteurs, ça va plutôt être l'industrie, si on a des grosses industries, mais il y a des choses qui arrivent à progresser, mais je ne dirais pas que c'est miraculeux. Sur les zones humides, par exemple, on détruit toujours plus de zones humides et de haies que ce qu'on en restaure. Les 43,8%, là, c'est une moyenne? Non, c'est au niveau national, quand on cumule les cours d'eau qu'on classe en bon état, quand on les cumule, au niveau national, ça donne. Est-ce que quand on parle du Lignon, on peut dire qu'il est en bon état? Là, sur ces données-là, je pense que le Lignon était en bon état. C'est 2021, c'est le dernier vraiment qui a été fait cycle. Il était classé en bon état. Oui, mais il y a des morceaux du Lignon qui doivent être en meilleur état que d'autres. Oui. Là, c'est toujours pareil. Nous, on se bagarre un peu avec l'agence de l'eau, parce que c'est l'agence de l'eau et l'État qui définissent les classements. Il y a la concertation locale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils consultent les pêcheurs, les gestionnaires de rivières, etc. Et nous, on essaie de faire moduler un peu justement les résultats des analyses, parce que souvent, ils mettent aussi le point de prélèvement là où ça les arrange. J'ai un cas par exemple sur l'Arzon qui arrive à Voré, Craponne, tout ça. Et l'Arzon il est pas de très bonne qualité sur le plateau parce qu'il est très agricole, en plein soleil, etc. Tous les arbres ont été coupés. Par contre, il traverse un secteur de gorge en arrivant à Voré de plus de 10 km qui sont classés Natura 2000 et où là il y a tellement de végétation, c'est au frais au fond des gorges, et la qualité de l'eau s'améliore. L'agence de l'eau, ils mettent leur point de prélèvement à la sortie des gorges pour montrer que la qualité de l'eau est bonne sur tout le bassin versant, alors que nous, on a des points de prélèvement sur le plateau qui montrent que là, le cours d'eau est dégradé et vraiment pas en bonne qualité. Donc il y a des subtilités comme ça, en fait, quand on regarde à une échelle macro au niveau de la France, il y a un point sur le Lignon, il est de bonne qualité, très bien, mais en fait, effectivement, quand on est le gestionnaire local et qu'on connaît la rivière un peu plus précisément, on sait très bien qu'à tel endroit, non, il y a des problèmes et que si on prend ce point-là de référence au lieu de celui-là, ça change les résultats. Et est-ce qu'il y a des indices précis qui peuvent attirer l'attention sur le fait qu'un cours d'eau, qu'un morceau de cours d'eau est pollué, enfin est en mauvais état? C'est comme ça, à l'œil nu, c'est un peu compliqué parce que ça peut dépendre de plein de paramètres. Souvent, on parle de la mousse à la surface de la rivière.
Oui, en fait, la mousse, il y en a aussi qui est naturelle. Ici, on a des roches riches en phosphate, et du coup, naturellement, il y a du phosphate, ce qui est produit dans les lessives. Il y en a naturellement dans la rivière, donc on ne peut pas considérer que c'est une pollution, puisque c'est le substrat, la roche. Par contre, oui, s'il y a un orage et qu'il y a un paysan qui a répandu je sais pas, un engrais sur sa parcelle et que là, tout part en cours d'eau, et ben, là, on va pouvoir le voir aussi. C'est vraiment en fonction du contexte local et du moment, c'est difficile à dire comme ça. Est-ce que vous auriez quelques photographies les zones humides, Attendez, il y a une dernière question. Allez-y. Est-ce que vous prenez les zones humides en compte dans votre calcul du bon état? Oui. Alors, ça rentre en compte dans ce qu'on appelle, alors c'est pas indiqué là-dedans, mais dans les termes morphologiques. Donc, les zones humides, on peut pas, à l'échelle de la zone humide, on peut faire un diagnostic en disant si elle est en bon ou en mauvais état, si elle fonctionne bien, etc. À l'échelle de bassin versant comme le Lignon, c'est compliqué de dire. Par contre, on peut dire, voilà, on a globalement un réseau de zones humides qui fonctionne, qui est en bon état, qui a été drainé, etc. Ça, on arrive à avoir des éléments comme ça. Et c'est comme ça qu'on sait que sur le Lignon, comme partout en France, en 50 ans, on a perdu la moitié des zones humides. Et quand je dis perdu, on les a drainées, hein, elles ne sont pas disparues comme ça en claquant des doigts. On les a drainées, et en fait, aujourd'hui, on en paye un peu les conséquences, notamment sur la gestion des crues et des sécheresses. On pourra peut-être en reparler un peu après. J'enchaînerai. Dernière question, du coup. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure là, un certain nombre d'indices de la qualité de l'eau. Est-ce que vous auriez quelques photographies là, des différents insectes ou autres animaux voilà. Alors, non, je ne les ai pas là. Beaucoup, je ne l'avais pas prévu dans la conférence. Par contre, n'hésitez pas à participer. On a plein d'actions, nous, l'association, tout le long de l'été, le printemps-été, avec des balades nature, etc. Et là, vous aurez l'occasion pour le coup d'aller en voir et on pourra vous présenter ça. Mais effectivement, je ne l'ai pas mis là dans la présentation pour le coup. Par contre, j'ai des exemples de travaux d'aménagement et je veux bien avoir votre avis là-dessus. Donc ça, c'est des photos, des cartes de l'état-major de Napoléon, du Rhône. Pour ceux qui connaissent, autour de Charmes-sur-Rhône, dans la vallée du Rhône, de Beauchastel, à la confluence de l'Eyrieux. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup là c'est le Rhône aujourd'hui, donc avec le Rhône principal, le barrage, le canal qui est ici, pardon, non, le canal qui est là, et là le Vieux-Rhône. Tout a été, on va dire, simplifié, parce que si vous voyez avant, il y avait ce qu'on appelle des lônes, c'était une particularité du Rhône. Il y avait plein de bras secondaires comme ça, avec des îlots au milieu, et une plaine alluviale qui était beaucoup plus large. Aujourd'hui, en fait, le Rhône fait quelques centaines de mètres, avant il faisait quelques kilomètres de large, et il divaguait beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment simplifié, donc pour plein de raisons. Hein. Pour la navigation, déjà dans un premier temps, pour l'hydroélectricité, chaque barrage sur le Rhône est équipé de centrales hydroélectriques. Et puis en fait, on a gagné tous ces terrains-là, vous voyez, qui étaient plutôt des zones naturelles, des forêts alluviales. Aujourd'hui, en fait, c'est de la parcelle et c'est de la culture. On a même mis des centrales nucléaires aussi, parce que du coup, on arrive à les refroidir facilement avec le Rhône. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, on en paye un peu les pots cassés, parce que quand on n'avait pas d'habitants ici, le Rhône pouvait déborder comme il voulait. Aujourd'hui, il a été canalisé. Les dernières grandes crues du Rhône, c'était 2003, où là, toute la rive droite, je ne sais pas si vous connaissez, en face de Montélimar, Viviers, etc., ont été inondées, parce qu'en fait, ces aménagements-là marchent jusqu'à un certain point. Quand l'eau monte, où l'envoi, elle passe au-dessus des digues, et là, par contre, une fois qu'elle est derrière la digue, elle n'arrive plus à revenir dans la rivière. Donc, on a, avec les aménagements du Rhône et de la Loire aussi, le sentiment d'être protégé quand on habite derrière la digue. En fait, on est protégé jusqu'à un certain point. Et quand l'eau passe par-dessus la digue, c'est encore pire que... historiquement, toutes les fermes et toutes les maisons qu'il y avait au bord du Rhône ici, elles avaient un bateau à l'étage. Donc au premier niveau de la maison, il y avait 2 poutres qui sortaient. On pouvait sortir, quand le Rhône montait de 2 mètres, 3 mètres, on pouvait sortir, prendre la barque et aller se déplacer du coup. Aujourd'hui, c'est des traditions qu'on a complètement perdues, parce que plus personne n'a la mémoire des crues du Rhône. Ça devait être bien pour les enfants. Avec 2 mètres de crues. Alors c'est des crues qui sont aussi moins violentes. C'est pas comme les crues du Lignon, le Rhône il monte tout doucement, il déborde, et puis il revient dans son lit aussi tout doucement. Donc c'est des crues qui durent plusieurs semaines, voire un mois ou 2 mois. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de vitesse d'arrachement. Par contre, s'il y a 2 mètres de flotte, je te conseille d'aller faire du bateau. Oui, voilà, pour un premier exemple, du coup, là on a vraiment dégradé, les habitants en tout cas du Rhône.
Il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui pour restaurer ces lawns, donc ces bras morts, on en devine certains. Là, par exemple, ici, c'en est un ancien là, qui a été restauré par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui fonctionne un peu de temps en temps, mais quand même, le principal usage du Rhône aujourd'hui, c'est la navigation et l'hydroélectricité, et le refroidissement des centrales. Oui, juste pour dire, nous on travaille du coup en Albanie, par exemple, le seul État en Europe qui a réussi à classer une rivière sauvage sans barrage, des sources jusqu'à la mer, là pour le coup se jette dans la mer, c'est les Albanais qui ont créé un parc national de rivières sauvages sur la Viocha, au sud de l'Albanie, où la rivière qui prend ses sources en Grèce jusqu'à l'embouchure, le delta dans la mer Adriatique, il n'y a aucun barrage sur la rivière, elle s'écoule naturellement. Super. C'est pour ça qu'ils sont sous-développés. Qui sont sous-développés, non, je dirais pas. C'est beau, c'est un patrimoine naturel. Hein. Et un patrimoine, ça s'entretient. Deuxième exemple, alors là c'est plutôt sur la construction. Je sais pas, il y a quelqu'un à qui ça parle, qui a des points communs que vous voyez entre ces deux ponts. Encore une fois, celui-là, justement, il est en Albanie sur la rivière Ossum à Berat. Et celui-là, il est sur la Garonne à Toulouse, c'est le pont Neuf, qui est en plein centre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les points communs entre ces deux ponts, qui sont du coup de deux époques différentes, mais pas forcément très éloignées, et surtout construits par des peuples différents. Un des premiers qu'on voit bien, c'est les pointes qu'on a ici. Sur chaque pile de pont, on a ces pointes-là qui sont de l'amont vers l'aval. La rivière s'écoule de là, comme ça. Voilà, effectivement, c'est pour dévier les flottants en fait. Si on avait des piles de pont qui étaient droites comme ça tout le long, les arbres viendraient se caler contre, s'amasser à chaque crue, se faire barrage au bon moment et faire sauter le pont. Donc la première chose, et ça c'est des techniques qu'on retrouve sur les ponts romains, donc pareil, encore une fois, on n'a rien inventé, hein, ça existe depuis des millénaires, ça permet de dévier les flottants, de les faire passer d'un côté ou de l'autre et de ne pas les accumuler au pied du pont. La deuxième chose qu'on voit, là on les devine pas, ils sont déjà sous l'eau presque, c'était une crue là, mais ils sont ici aussi les chevrons. La deuxième chose, c'est les arches trouées. Ouais, voilà. Vous voyez, toutes ces arches-là, sur celui-là on ne le voit pas, mais sur ceux-là c'est plus évident. En fait, elles traversent l'arche du pont, la pile du pont, pardon. Et à votre avis, pourquoi ça? C'est pour que l'eau elle traverse. Ouais, exactement. En fait, c'est un moyen de relâcher la pression encore une fois. Si les arches étaient pleines, il y a quand même un peu de débit qui peut passer. Non, si les piles étaient pleines, pardon, il y a quand même un peu de débit qui peut passer sur les arches. Et ça relâche la pression. En fait, le fait qu'il y ait de l'eau qui passe à travers, on a une surface moins frontale qui fait obstacle à l'écoulement des eaux, et du coup on soulage la pression sur le pont. Ça, pareil, c'est des techniques qui ont été inventées par les Romains déjà il y a plus de 2000 ans. Et dernière chose, alors c'est moins évident à voir, et puis il faut le savoir, c'est les parapets, tout ici et celui-là, donc les garde-corps, on va dire, du pont, qui sont pas solidaires du tablier. Donc en fait, il y a une crue qui passe par-dessus le pont, tout ça, ça va partir. Donc la galerie va partir, toutes les barrières vont partir, et ça permet d'avoir un pont qui soit le plus fin possible, le plus mince possible, pour faire encore une fois le moins obstacle à l'écoulement des eaux. Donc ça, c'est des choses qui, comme ça, on pourrait penser que c'est juste une question d'architecture. Non, c'est vraiment pensé pour permettre la durabilité du pont et la stabilité du pont en période de crue. Et voilà, je vous invite à regarder. Il n'y en a pas beaucoup à Paris, par exemple, qui sont percés comme ça, les ponts, pour laisser passer la Seine. Alors ça, c'est une problématique qu'il y a bien chez nous, pour le coup. C'est les photos qui sont locales. C'est des plantations de résineux. Donc je ne vais pas vous apprendre que dans les années 50-60, il y a une grosse déprise agricole sur les campagnes. Tous les fonds de vallon, les zones humides qui n'étaient pas forcément très mécanisables avec un tracteur parce qu'on s'embourbait, ont été beaucoup et massivement plantés chez nous de résineux, et notamment là l'épicéa. Et en fait, au premier abord, on ne voit pas pourquoi ça poserait problème en particulier. En fait, on se rend compte aujourd'hui, quand ces plantations arrivent à maturité, là 50-60 ans, déjà elles ne sont pas du tout adaptées au bord de cours d'eau, parce que les cours d'eau ça divague et ça vient creuser dessous, alors que les résineux ont des systèmes racinaires vraiment en surface, traçants. Nous, on a plutôt l'habitude en bord de cours d'eau d'avoir des feuillus, des frênes, des aules, des érables, qui ont un système racinaire très dense, avec des racines pivots aussi, qui descendent profondément dans la terre et qui vont venir tenir les matériaux de la berge. Ici, en fait, on le voit, il commence très vite à être sous-cavé, on appelle ça, donc creuser, le cours d'eau commence à divaguer, et après, il bascule, et là, je ne vous ai pas mis des exemples, mais on a des exemples où le cours d'eau passe entre 3-4 rangées de résineux.
Ça a un impact sur les rivières. Bon, déjà, on a un ombrage excessif. Au printemps, c'est quand même bien d'avoir un peu de lumière sur les cours d'eau. Et après, on a un élargissement du lit. Petit à petit, du coup, ces arbres chutent parce qu'ils ne tiennent pas les berges. Donc le lit s'élargit. Il s'élargit, il a tendance aussi à s'ensabler. On le voit ici, là, il commence à y avoir des bancs de sable qui arrivent. Et c'est des cours d'eau qui, du coup, deviennent beaucoup moins attirants et favorables à la biodiversité, notamment la truite fario. Ils deviennent quasiment stériles quand ça passe comme centre des plantations. Nous, ce qu'on fait classiquement, on ne va pas tout couper ou quoi, on enlève les 2-3 rangées au bord du cours d'eau. Si le cours d'eau n'a pas été tiré tout droit, on enlève simplement les 2-3 rangées, on vient replanter des feuillus, et voilà, au bout d'une dizaine d'années, on commence déjà à avoir un cours d'eau qui récupère et qui, en tout cas, dès qu'on a coupé les résineux, qu'on replante des feuillus, 2 ans après, on a des trucs qui reviennent et c'est assez fulgurant. C'est un peu l'avantage avec les rivières, c'est qu'il y a de la résilience et ça récupère assez vite. Un autre exemple, alors là, pareil, 2 photos, une encore au Kosovo, à Podujevo, sur la Liap River, c'est magnifique. Et ici, c'est plus local, c'est à Montbrison. C'est le Vizézi, dans la plaine du Forêt. Alors voilà, je sais pas, c'est un peu des exemples caricaturaux, mais en gros, on voit un bétonnage des berges complet. Le fond du cours d'eau aussi est bétonné, les berges sont bétonnées. Ça, effectivement, c'est très pratique en termes d'entretien. On n'a pas d'embâcle, on n'a pas de déchets qui viennent s'accrocher sur les berges, on n'a pas d'entretien à faire, du coup. Par contre, en termes déjà de biodiversité, je ne vous en parle pas, c'est une catastrophe. Mais en termes de gestion des crues, c'est une aberration, parce que tout ça, c'est un immense toboggan, où l'eau n'est pas freinée, elle peut couler comme elle veut, à la vitesse qu'elle veut, elle prend de la vitesse comme pas possible. Et le problème, en fait, il est répercuté en aval, puisque du coup, dans toute la traversée de ces bourgs comme ça, avec des surfaces lisses où il n'y a pas de rugosité, et du coup, on se retrouve en aval des villes à avoir des problèmes d'érosion ou d'inondation qui sont beaucoup plus importants. Alors effectivement, localement, on a amélioré la situation, on va dire, pour le gestionnaire de risques d'inondation. Par contre, derrière, pour les autres qui sont en dessous, c'est une catastrophe. Ça, aujourd'hui, on ne fait plus. Enfin, on est plutôt à Paris, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière, à Hidalgo, qui avait un nouveau plan pour le verdissement de Paris. Ils vont réouvrir une rivière, la Bièvre, qui est busée sous Paris, sur plusieurs kilomètres. Ils vont en refaire, et là, c'est un vrai aménagement urbain, cadre de vie pour les habitants, îlot de fraîcheur, parce qu'il va y avoir des arbres, de la végétation. Voilà, ces aménagements-là, c'est un peu daté, même si ça se fait encore un peu. L'agglomération de Saint-Étienne, par exemple, font des gros travaux de découverture des cours d'eau. C'est assez phénoménal ce qu'ils font, l'investissement en tout cas qu'ils mettent, et pour des résultats qui sont vraiment, vraiment intéressants, quoi. Sur l'Ondaine, sur le Furent, sur le Gier. Voilà. À Montbrison, ils n'ont pas encore lancé la renaturation des berges. Et qui est-ce qui les incite à décider des choses comme ça? Qui incite les élus locaux? Oui. C'est plus des volontés vraiment politiques, là, parce que les techniciens derrière, ils sont là, ils poussent pour avoir des chantiers ambitieux comme ça. Mais si derrière, il n'y a pas les moyens financiers, surtout, qui sont mis, parce que Saint-Étienne, c'est des millions qui... Il faut quand même leur suggérer la chose, non? Oui, mais après, c'est un peu des choses qui, en tout cas, jusqu'à il y a quelques temps, étaient dans l'air du temps. Simplement, c'est souvent des coûts et des contraintes aussi, parce que c'est des travaux... Il y a une anecdote, je ne sais pas si vous savez, sur Saint-Étienne, donc la traversée de la ville, et le Furent, la rivière de Saint-Étienne, est busée. Parce que à l'époque, quand il y a eu beaucoup d'industrie, ils sentaient tellement mauvais qu'au final, on a pris la décision de le couvrir, au moins on n'avait plus de problème d'odeur. Aujourd'hui, voilà, l'assainissement a progressé à Saint-Étienne, il reste quand même quelques habitants qui se déversent dans le Furent. Et surtout, ils avaient oublié que le Furent passait dans la ville. Quand ils ont fait les travaux de restauration des lignes de tram, ils avaient oublié qu'il y avait la rivière dessous. En fait, la ligne de tram correspond à la rivière sur une bonne partie, sur certains secteurs. Et du coup, ça leur a coûté pareil, des millions en plus, parce qu'ils ont dû renforcer la voûte. Là, ils n'ont pas pu remettre à ciel ouvert dans Saint-Étienne. Mais tout simplement, ils en sont venus à oublier qu'il y avait une rivière. Comme les Parisiens aujourd'hui, à part la Seine, ne savent pas qu'il y a d'autres cours d'eau sous la ville. Et là, au Kosovo, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les cours d'eau sont busés. Il y a quand même dans la capitale Pristina. Et c'est aussi à la mode aujourd'hui, Pristina est un peu vendue comme étant la capitale européenne sans rivière. Parce que vraiment tous les cours d'eau sont busés dans la ville, on ne voit pas de rivière. Et c'est un peu les mantras et les projets, en tout cas des élus locaux, c'est d'arriver à réouvrir la rivière qui s'appelle la Pristina, justement, dans la traversée de la ville, pour être un peu comme toutes les autres capitales européennes, avoir leur cours d'eau qui traverse la ville. Voilà, une autre vision des cours d'eau.
ce que vous en pensez, ce que vous voyez là. Ouais. Alors des cours d'eau qui tortillent, pour tout vous dire, les cours d'eau anciennement, avant ces travaux de restauration, ils passaient là, ici, comme ça, et celui-là, il passait là. C'était typiquement des travaux liés au remembrement agricole, pareil, des années 60 essentiellement, où en fait on a souvent poussé les cours d'eau en bord de parcelle, parce que c'était plus pratique, hein, ce qui est vrai, factuellement c'est plus pratique que d'avoir une parcelle d'un seul tenant sans cours d'eau que là aujourd'hui qu'on allait. Dans tous les cas, c'est des parcelles qui restent toujours humides. Enfin là, on est sur des cas un peu extrêmes de plaine où on a très peu de pente. Mais là, clairement, on a rallongé le cours d'eau, j'en sais rien, mais en termes de linéaire, fois 3 ou 4, facilement. Donc ça veut aussi dire une eau qui va moins vite, une eau qui a le temps de s'infiltrer. Là c'est récent, donc il n'y a pas de végétation encore beaucoup au bord de la rivière, mais à terme ça va être boisé, donc c'est aussi de l'eau qui va rester plus fraîche. Et au plus on ralentit l'eau, au plus on favorise son infiltration, et au plus ça recharge les nappes, etc. Et du coup c'est bénéfique pour nous derrière. Il ne faut pas rêver, la finalité c'est pas juste pour les bestioles et la biodiversité. C'est quand même qu'il y a un intérêt en termes de qualité de l'eau, de quantité de l'eau. Et au final c'est des aménagements qui sont bien plus durables. Là, on a des cours d'eau qui étaient très incisés, ce qu'on appelle, qui, du coup, vu qu'on avait réduit le linéaire, eh ben, ils avaient plus de pente, plus de vitesse, plus d'arrachement, ils avaient tendance à s'enfoncer au fur et à mesure. Et en fait, pour l'agriculteur, c'est encore pire, parce que les berges vont se casser la gueule, donc du coup, ils perdent du terrain aussi petit à petit. Là, c'est des cours d'eau qui auront beaucoup moins de force d'arrachement, qui vont avoir tendance à s'étaler, à déborder, à s'étaler tout doucement, tranquillement. Et comme je le disais le coup d'avant, on avait un vrai toboggan. Là, quand à terme les végétaux vont pousser, ça va freiner encore plus le courant, quoi. En période de crue, l'eau va passer à travers les arbres, les arbustes, la végétation, et elle va être ralentie d'autant plus, quoi. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment le même endroit avant-après, le même cours d'eau, et le même point de vue. On le devine un peu qu'il y a eu des travaux ici, parce que là, il y a du géotextile, donc ça c'est pour l'œil du technicien derrière. Et la deuxième chose, c'est que là, on a un marnage. Vous voyez, les arbres, ils commencent ici à peu près un peu plus d'un mètre de haut, et en dessous, il n'y a rien. Et bien, on a enlevé le seuil, donc ça, c'est un seuil, une levée, ça dépend, un barrage, comme vous voulez, qui avait été construit à travers de la rivière. Donc ça, pareil, c'est dans la plaine du Forêt, mais il y a des exemples ici aussi. Cet ouvrage servait à alimenter un moulin qui avait plus d'usage, qui était abandonné, qui était en ruine. Du coup, pour favoriser justement la qualité de l'eau, la circulation des poissons, la circulation des sédiments aussi, les galets, parce que tous les sédiments étaient bloqués dans la retenue, et le syndicat de rivière a retiré cet ouvrage qui avait plus d'usage, qui a eu un usage à une époque, comme je vous le disais, au Moyen-Âge pour créer des moulins à farine. Aujourd'hui, on n'a plus de moulins à farine qui tournent avec la force de l'eau. Il y aurait pu avoir une microcentrale, après c'est des questions aussi de production et de débit qui sont suffisants ou pas. Ça, c'est des actions que nous, on conduit pour le coup avec notre association aussi sur les cours d'eau dans le secteur. Oula, ça ressort pas très bien les images. Désolé, c'est un peu flou. Là, pareil, c'est la même vue. Donc ça, c'est dans l'Ain, dans la plaine de l'Ain. C'est un affluent de l'Albarine qui a été complètement rectifié. Donc rectifié, c'est tiré tout droit, vous voyez. Pour justement, on le devine derrière, aménager une zone artisanale, une route, etc. Encore une fois, tout ça, ça veut dire de l'eau qui va plus vite, qui s'infiltre moins, qui circule beaucoup plus vite à l'aval. Et en plus, paysagèrement, c'est pas très intéressant. Du coup, les travaux ont été faits par la communauté de communes. Ils ont décalé la route, enfin le petit chemin, la voie verte là, et élargi le lit du cours d'eau. Ça, c'est aussi une vision gestion du risque inondation. Au plus un cours d'eau, le lit va être large, au plus il y a de l'eau qui peut passer avant que ça déborde dans les terrains à côté. Et en plus, on en profite pour, du coup, là, ils ont diversifié un petit peu les écoulements, parce qu'on le voyait avant, c'était assez homogène, rectiligne, tout le long pareil. Et là, ils ont justement aménagé des blocs du caillou, ça va se végétaliser à terme, mais on le devine, il y a ce qu'on voit des radiers là qui apparaissent, des petites zones de courant un peu plus rapides avec des zones de courant plus calmes. Et ça, typiquement, c'est très favorable à la biodiversité, à toutes les espèces qui vivent dans la rivière. Je vous ai juste mis plusieurs exemples de techniques, en tout cas, qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et pour la suite, ça c'est un peu de on va dire, la prospective, ou en tout cas ce qui est un peu à la mode aujourd'hui dans la gestion des cours d'eau. Vous sentirez peut-être que je vais apporter un peu des jugements sur certaines techniques, mais en tout cas c'est ce qui est en tout cas à la mode aujourd'hui et qui est mis en avant. Dans un premier temps, il faut prendre en compte vraiment le changement climatique. Je ne sais pas si certains étaient là la dernière fois, mais sur notre territoire, on sait que ça va avoir des impacts, pas forcément en termes de quantité d'eau, mais de répartition sur l'année.
Donc ça, il faut toujours avoir en tête que l'adaptation au changement climatique, ici, elle va être aussi nécessaire comme de partout. Et les secteurs de montagne et de montagne dans le secteur méditerranéen seront d'autant plus impactés. Mais quand une fois qu'on a posé ce contexte, il y a deux grands principes qui sont aujourd'hui en tout cas à la mode et qui permettent de répondre à ces choses-là. C'est les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, typiquement les exemples que je vous ai montrés un peu avant, ça en fait partie. C'est au plus on s'inspire d'un milieu naturel, d'un écosystème naturel, au plus il va être ce qu'on appelle résilient, au plus il va réussir à encaisser les chocs, au plus on le simplifie, au plus on tire une rivière tout droite, on supprime on fait des grandes parcelles, etc. Au plus les milieux perdent en résilience et du coup face au changement climatique vont arriver à moins bien récupérer. Là il y a 2-3 exemples sur l'illustration. Je vous laisserai bien, mais en gros, voilà, restaurer des zones humides, replanter désimperméabiliser les villes, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire déjà, ou qu'en tout cas il faut amplifier, et qui s'inspirent justement de ce qui se fait naturellement, qui nous permettra de dépasser plus facilement les sécheresses et les épisodes pluvieux intenses aussi. Et la deuxième grand principe, et ça va vraiment aussi de pair, c'est les solutions sans regret. Ce qu'on appelle, c'est dire, on tente quelque chose, on a réfléchi avant à quels pouvaient être les impacts positifs, négatifs. Au pire, ça ne marche pas, ça nous aura coûté un peu de temps, etc. Mais dans tous les cas, ça ne dégrade pas la situation. Et au mieux, ça marche, et bien tant mieux, on est content. Et tout ça, c'est beaucoup sur le changement climatique, on a beaucoup de solutions comme ça, et notamment dès qu'on va sur la formation des habitants, sur l'information, la prise en compte des risques, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser dans tous les cas. Même si le changement climatique est plus violent ou moins violent, dans tous les cas, on aura formé des gens, ils seront aussi plus alertes, et ils arriveront beaucoup plus à encaisser les chocs s'ils savent aussi quelles seront les choses. Et tous les aménagements qu'on peut faire, on essaie de prendre en compte quel pourrait être l'impact négatif. Est-ce que ça peut être pire ou pas que la situation actuelle? Dans tous les cas, on ne veut pas que ça aggrave la situation actuelle. Voilà, c'est les deux grands principes, et après qu'on peut décliner du coup, avec une méthode, en tout cas des techniques qui sont à la mode aujourd'hui, qui est plutôt le réensauvagement. Donc là, on va prendre un milieu naturel qui pourrait être une vallée chez nous, bien que nous, ce serait un peu plus boisé quand même, mais où on le devient avec des parcelles qui sont muraillées, etc. Une rivière qui a été tirée tout droit, ici. Et si on travaille sur le réensauvagement, c'est laisser la nature reprendre un peu ses droits. Ça n'empêche pas que l'homme soit présent dans le milieu, mais il laisse un peu plus de place à la nature. Et là, par exemple, on va arriver à une rivière qui sera beaucoup plus méandriforme, un peu comme on voyait le Rhône avant les grands aménagements, qui du coup va permettre de recharger les nappes alluviales, qui va être un support de biodiversité phénoménale. En plus, tous ces bras, ces milieux annexes comme ça, ces zones humides, c'est aussi des zones où l'eau est épurée. On a les végétaux qui viennent capter une partie de la pollution, l'eau est filtrée par les sédiments, donc c'est aussi une eau qui sera de meilleure qualité. Et vous le voyez, quel aménagement on a fait? Par exemple, on a reculé la route, on l'a déplacé au pied du talus, on a fait un nouveau pont pour pouvoir rendre accessible ce village qui était déconnecté. Les versants sont un peu plus enfrichés, mais ça n'empêche pas, on ne le devine pas là, mais il y a quand même du pâturage. Ça, c'est des solutions qui sont vraiment à la mode aujourd'hui dans les milieux, on va dire, scientifiques et sur la gestion naturelle des milieux. On a d'autres techniques, pour le coup, on met en œuvre beaucoup ici, et l'étape un peu intermédiaire, c'est que plutôt qu'on concilie les usages de l'homme et la nature, donc on essaie de faire des ouvrages. Là, c'est typiquement une protection de berge avec le pont qui est derrière. Mais plutôt que de la faire en enrochement qui est stérile, qui n'a pas de biodiversité, qui en plus n'est pas très stable sur la durée, on va utiliser des techniques végétales. Donc là, on s'inspire de la nature. C'est typiquement des branches de sol arbustif qu'on va trouver au bord du Lignon, de partout. Et bien nous, on vient les planter au bord de la rivière avec des techniques spéciales qui ont été inventées notamment en Suisse. Mais, j'ai oublié de rajouter la photo. J'ai récupéré une photo archéologique des Romains, pareil, qui avaient fait ça le long des canaux. Ils faisaient du tressage de sol déjà il y a 2000 ans, donc on n'a rien inventé, juste les Suisses ont remis ça au bout du jour dans les années 80. Et en fait, ça, c'est des ouvrages qui permettent de revégétaliser une berge et du coup de la rendre beaucoup plus stable durablement sur les cours d'eau. Ici, ça marche très bien pour le coup, et c'est des solutions là du coup inspirées de la nature. Il y a une autre mode en ce moment qui est les technologies low-tech. Donc c'est vrai que ces aménagements-là demandent quand même du pétrole parce qu'il faut des engins, des pelleteuses, etc. Des matériaux qui ne sont pas forcément locaux. Il y a aussi une mode aujourd'hui qui est plutôt les technologies low-tech, et là notamment de s'inspirer de ce qui se fait naturellement par les castors. Le castor, il fait des ouvrages en travers des rivières, c'est pas vraiment des barrages parce que sur une crue, l'aménagement saute.
Mais du coup, il y a aujourd'hui des formations pour des techniciens de rivière pour aménager des ouvrages qui sont des copies de seuils de castor, avec du coup que des ouvrages mécaniques, des cisailles, des sécateurs, ils battent les pieds à la main, et tout ça pour être dans une logique qui se tient d'aller sur le moins de pétrole possible utilisé pour restaurer les dynamiques des cours d'eau. Et là, par exemple, on le devine, hein, le cours d'eau était tout droit, il avait été tiré tout droit. Là, le fait de faire ce petit ouvrage, ça va permettre de faire une zone de virage avec une accélération de l'eau, une érosion un peu qui va aussi ramener des matériaux. Et c'est des techniques aussi ça, qui ont été pas mal éprouvées aux États-Unis avec les castors américains, en s'inspirant de ce qui a été fait là-bas. Voilà, et sinon je vous ai aussi mis quand même un aménagement très local, pour vous montrer que tout le monde n'est pas dans cette mouvance-là, et que à Tence notamment, il y a eu une crue, on n'a pas appris, je trouve, des expériences de la crue, et on a refait des enrochements exactement le long de la Sérigoule, pareil, voire même un peu en avant par rapport à ce qu'ils étaient avant, donc on a réduit la section du cours d'eau. Typiquement, ça c'est des aménagements que je trouve très datés, et qui ne sont pas du tout dans la veine de ce qui se fait aujourd'hui. On peut le faire sauter. Il a sauté naturellement sur la crue, hein, mais ça a été refait à l'identique. Ah merde. Voilà. Ça a été fait par la commune, je pense. Je sais pas, je suis plus à l'étage. Voilà, merci à vous tous et toutes. Et oui, il y aura encore des questions si vous voulez poser. Sachez pas. Par rapport au barrage, un coup il veut dans les barrages, un coup il veut pas dans les barrages, un coup il veut dans les barrages, on en est où? Alors, vous parlez, je pense, des concessions, du renouvellement des concessions, des grands barrages hydroélectriques, du coup. Effectivement, il y a eu, maintenant ça devait être 3-4 ans, peut-être 4-5 ans même, pas mal d'inquiétudes, parce qu'aujourd'hui les grands barrages en France sont essentiellement gérés par EDF, donc une entreprise quand même à capitaux publics. Il y a quand même des gros enjeux de sécurité sur les barrages, hein. Il y a eu des effondrements, même si ça date un peu en France, mais il y a déjà eu des cas d'effondrement. Effectivement, c'était une directive européenne qui a demandé à ce que les grands barrages, les concessions soient mis en concurrence au même titre que tous les autres secteurs de l'économie et qu'il n'y ait pas un monopole d'État. Ils considéraient que EDF était un monopole d'État. La Commission européenne est revenue dessus, donc pour l'instant il n'y aura pas de mise en concurrence sur les grands ouvrages stratégiques, peut-être des petits aménagements sur des fleuves, mais les grands barrages de montagne ne seront pas mis à la concurrence au même titre que le nucléaire est jugé quelque chose d'une sécurité nationale et qu'on ne met pas le nucléaire en concurrence parce qu'il y a des problématiques de sécurité. Donc pour l'instant, non, ça va rester pour l'instant. Donc il faut les surveiller. Oui. Donc votre association, elle travaille en collaboration avec les pages? Alors je répète la question du coup si tout le monde ne pas. Elle demandait si notre association travaille en collaboration avec les pages. Alors non, pas spécialement. On travaille un peu sur les mêmes territoires mais plus restreints. Nous. En fait, nous on va plus là où justement le pouvoir public ne va pas. Pour X raisons, que ce soit financier, politique. Nous, si le propriétaire est d'accord, s'il y a une volonté, s'il y a un intérêt aussi sur la rivière, on se propose de se substituer, pour le coup, que ce soit ici les pages, d'autres syndicats à Leclerc. On a intervenu dans la Loire à Saint-Galmier, c'était le syndicat de l'Ouest Orange. Voilà. On fait jouer le réseau de nos collègues techniciens de rivière qui ont des blocages, comme je disais, politiques, financiers sur certains dossiers et on essaie de les aider là-dessus, en prenant la maîtrise d'ouvrage. Et qu'est-ce que vous pensez des petites microcentrales sur les petites rivières? Les petites microcentrales sur les petites rivières, moi, mon avis personnel, c'est que c'est purement un aménagement économique. En fait, dans le mix énergétique, la petite hydroélectricité, donc quand on dit petite hydroélectricité, c'est déjà vaste, mais c'est moins de 10 mètres de haut, je crois, exactement. 10 mètres de haut, c'est déjà des gros barrages. Il n'y a pas beaucoup en Haute-Loire des barrages de 10 mètres de haut. Et en fait, ces ouvrages-là turbinent au fil de l'eau, ce qu'on appelle. Je ne sais pas si vous voulez que je vous remette le petit schéma, mais en gros, la petite hydroélectricité, comme on peut avoir sur le Lignon, elle turbine en continu. Donc il y a de l'eau, on turbine, il n'y a pas d'eau, on ne turbine pas. Donc en fait, ces ouvrages-là, typiquement, ne peuvent pas fonctionner, ça dépend des rivières, mais 3-4 mois par an quand il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. Alors que les grands barrages, comme vous avez présenté, déjà, on l'a dit, c'est une exploitation qui est une entreprise nationale, pour la plupart, ou même si c'est la CNR, c'est aussi national. Donc ça revient à l'État, et en plus c'est un vrai stockage d'énergie. Donc ça, c'est des ouvrages qu'on remplit l'hiver quand il y a beaucoup d'eau. On stocke l'eau, et après on l'ouvre quand on a besoin. Il y a une baisse, il y a une augmentation de demande d'hydroélectricité, une centrale nucléaire, ça se met pas en route comme ça. Et bien là, on peut ouvrir la vanne d'un grand barrage qui stocke de l'eau.
La petite hydroélectricité, le problème c'est quand ça se multiplie, c'est toujours pareil. Il y en a une, ça va, il y en a deux, ça commence à être compliqué pour les poissons, pour les truites et les saumons. Et en fait, c'est que ça se multiplie aujourd'hui. Et l'intérêt, il est clairement. Le coût-bénéfice, pour moi, il est clairement négatif des petites hydroélectricités. Et ça représente, je crois, 0,1%. Rien du tout, mais quand ça vous tombe dessus, sur une rivière, ça fait mal. Quoi. Ah oui, oui. Pardon, on disait que l'hydroélectricité, ça représentait pas beaucoup en termes de production. Par contre, sur une rivière, c'était vraiment impactant. Comment va le Lignon depuis le mois d'octobre? Ouais, bonne question ça. Alors, je pense que tout le monde dira ça, a entendu ou vu la crue du 17 octobre, qui a été une crue pas plus importante que 80, mais quasiment du même niveau que 80, donc quasiment une crue, ce qu'on appelle centenale. Centenale, ça veut dire qu'elle a une chance sur 100, enfin un risque sur 100 de se produire chaque année. Ça ne veut pas dire qu'elle va se reproduire une fois tous les 100 ans, puisque déjà on en a eu deux en 40 ans là. C'est qu'une fois sur 100, chaque année, on peut avoir une crue comme ça, mais on peut aussi très bien en avoir deux la même année. Ce que je disais, c'est que les rivières, c'est quand même des milieux qui ont l'habitude de ces événements. Le Lignon, il coule depuis des millions d'années, il a vécu d'autres crues, il en verra d'autres. La faune qui vit dans ces cours d'eau, dans ces milieux-là, ont aussi l'habitude. Et l'inverse, sur les sécheresses, c'est pareil. Sur les sécheresses, les rivières ont déjà vécu des sécheresses, elles en vivront d'autres. Et les habitants sont adaptés du moment qu'il n'y a pas d'autre pression sur la rivière. Donc si on n'a pas d'autres pollutions, notamment de régions tropiques, si on ne construit pas des microcentrales et des barrages tout le long de la rivière, au plus la rivière elle va être naturelle, au plus elle va encaisser les crues et elle va arriver à récupérer. Et en fait là, le problème, oui effectivement, ça a dû faire du mal sur les populations de poissons. Je n'ai pas vu les pêcheurs à l'ouverture là, mais je pense que ça n'a pas dû être fameux. Par contre, vraiment, derrière, d'ici 2, 3, 4 ans, là ça va être assez intéressant et assez phénoménal de voir la reconquête, parce que du coup, ça a aussi rénové toute la rivière, quoi. Vraiment, elle s'est élargie, il y a des bancs de galets qui sont arrivés qui n'existaient pas avant. On a vraiment des écoulements différents qui sont mis avec des virages, des méandres qui ont été créés. Des embâcles, même s'il y en a qui ont été traités par le syndicat rivière, il reste des embâcles, ça fait de la diversification, ça fait de l'habitat pour d'autres espèces aussi. Donc en fait, ça va vraiment être régénérateur. C'est des crues qu'on appelle morphogènes parce qu'elles modifient la morphologie de la rivière. Contrairement aux petites crues annuelles qu'on peut avoir, qui sont intéressantes pour, on va dire, nettoyer le fond, nettoyer les algues, quelque chose comme ça, mais ça ne modifie pas la configuration de la rivière. Là, le Lignon, il a été vraiment modifié. Ouais, complètement. Et non, ça fait partie de la vie de la rivière, donc certainement, ça a tué des truites, ça a tué des loutres, mais derrière, on a aussi une rivière qui est rénovée, quoi, on va dire. Il y a de la truite. Hein. Est-ce que construire des tennis et des terrains de sport, c'est l'idéal? Alors la question c'est, est-ce que construire des tennis et des terrains de sport sur la rivière, en gros, dans l'île de la rivière, c'est l'idéal? Non, clairement pas. Puis c'est pas l'idéal en termes d'investissement, de toute façon. Hein. Si on veut gérer bien son argent, on ne va pas construire des aménagements dans le lit de la rivière, parce qu'effectivement, quand on dit les crues habituelles, elles ne débordent pas beaucoup. Et du coup, elles ne font pas beaucoup de dégâts, mais par contre, le lit majeur et le lit où vit le lit où vit Lignon, c'est effectivement tout le fond de la vallée. Et je pense qu'il faut faire référence encore une fois à Tence, mais le Chambon c'est pareil, hein. Le stade de foot il est construit. Alors après, c'est déjà des aménagements où il n'y a pas de gens qui vivent. Donc on essaie de mettre des ouvrages où les gens ne vivent pas sur place, donc ils sont moins impactés. Mais par contre, au bout d'un moment, aujourd'hui, c'est les assurances qui vont dire en fait, on arrête, quoi. Enfin, votre aménagement, il est mal placé, il n'est pas au bon endroit, il faut le déplacer. Faites-en une zone plus de loisirs, avec peut-être moins d'aménagement, que ce soit plus en herbé ou j'en sais rien, qui demande moins d'investissement. Mais oui, les assurances, là, avec la multiplication des intempéries... Là, vous êtes au courant de ce qui se prépare? Non. Pourtant, non. Non, du tout. Le projet qu'il y avait d'échange entre Saint-Étienne et le lac... De la Valette. Oui. Ok. Donc vous parlez du projet Ville-Campagne. Du coup, la question, c'est... maintenant, ça date d'une dizaine d'années, quand même. Il y a une dizaine d'années, donc le barrage de la Valette, qui est construit sur le Lignon, appartient à la ville de Saint-Étienne. Il avait été construit à l'époque quand on pensait que la population allait augmenter avec les mines. Il a été resté entre deux guerres. Et en fait, aujourd'hui, le barrage a un peu moins d'usage, même si Saint-Étienne l'utilise toujours. Et la population de la ville de Saint-Étienne et de la vallée de Londaine s'est écroulée. Du coup, il y avait quand même des efforts qui étaient demandés aux paysans
sur l'amont du barrage de la Valette, donc le bassin versant de la Valette, pour améliorer la qualité de l'eau, parce qu'il y a des problèmes de cyanobactéries, notamment de développement d'algues sur le barrage, qui sont néfastes pour l'eau potable et pour les humains. Du coup, il y avait ce deal qui était en train d'être créé en disant, ben voilà, on vous impose des mesures, on va dire, de bonnes pratiques agricoles sur l'amont du bassin. Par contre, en contrepartie, la ville de Saint-Étienne vous achète notamment vos productions pour la restauration collective et voilà, faire pour les cantines des maisons de retraite, des écoles, etc., de la métropole. Il y avait eu pas mal de travail qui a été fait sur les deux volets et le besoin des cantines. Donc voilà, chiffrer qu'est-ce qu'ils avaient besoin en yaourt, en fromage, en légumes, en viande, etc. Qu'est-ce que les agriculteurs sur le plateau en amont du barrage pouvaient fournir. Et en fait, ce qui est ressorti, bon déjà, il y a un peu moins de volonté politique parce qu'il y a eu un changement, il y a eu des élections entre-temps. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que ça ne matchait pas bien, qu'en gros, sur le plateau, ici, on produit du lait, du fromage et de la viande, et qu'en fait, les collégiens ou les scolaires de Saint-Étienne ne mangent pas que du lait, du fromage ou de la viande. Il fallait diversifier, et en termes de quantité, ça ne collait pas, donc on aurait pu travailler avec certains agriculteurs, effectivement, et sinon, il fallait inciter les agris à se diversifier et aller sur du maraîchage, ce qu'on est en train de voir apparaître aujourd'hui, mais spontanément, et les agriculteurs, les maraîchers s'installent sans forcément de débouchés contractualisés derrière. Mais voilà, c'est complètement abandonné. Dernière question, non? Si vous voulez, on peut continuer à discuter après. Sur votre association, s'il vous plaît, est-ce Ouais. qu'on peut avoir une présentation? Ok, c'est vrai qu'on devait installer un stand, puis on l'a pas fait dans le vol, mais alors notre association, elle s'appelle SISMAE, c'est un acronyme anglais, je vous passe les détails, mais en gros ça veut dire Solutions pour une gestion durable et intégrée des milieux aquatiques. On l'a créé en 2021 avec des amis et des collègues, tous naturalistes, gestionnaires de milieux naturels. Aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres bénévoles. On a un peu plus on doit être à 110-120 adhérents maintenant. Que dire, on conduit des travaux de restauration de cours d'eau, comme vous avez pu le voir, typiquement de remise en fond de vallons de rivières qui avaient été détournés, de suppression d'obstacles en travers des rivières, restauration des berges en technique végétale. Donc ça, on conduit des travaux plutôt localement, mais comme je vous le disais, on va jusque dans la plaine du Forêt. Et on conduit pas mal d'actions de sensibilisation. Typiquement aujourd'hui, ça en fait partie. En fait, c'est important de faire des choses et tout, mais c'est important aussi d'engranger d'autres bénévoles, de faire connaître ce qu'on fait, l'intérêt de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est une part importante. On organise un festival, il y a eu 2 éditions déjà, la troisième est en juin 2026, Pentecôte 2026 à Faye-sur-Lignon. Voilà, et la dernière c'était à Chenereil à l'automne dernier, les rivières insolentes. Voilà, on travaille avec les écoles, on fait des sensibilisations auprès des écoles, des centres de loisirs, etc. Et on a un volet aussi coopération à l'international, comme je l'ai cité plusieurs fois, là, avec notamment l'Albanie et le Kosovo, où on travaille là-bas sur des inventaires d'espèces naturelles, sur du conseil à la gestion des rivières. On a des actions qui émergent là, sur aussi le tourisme durable, le lien avec l'agriculture, du coup de l'agroécologie. Comment valoriser les produits de production agricole paysanne qui permettent de maintenir une biodiversité suffisante pour que les agriculteurs puissent en vivre correctement. Voilà, on travaille avec ces pays-là notamment. On est basé au Chambon. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Juste la population des moules perlières, on en est où sur le plateau du Lignon? Alors, la population de moule perlière. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la moule perlière, c'est une espèce de moule d'eau douce qui vit notamment dans le Lignon, mais pas que. Sur la passerelle. De la passerelle. Saint-Maurice du Lignon. Ah oui, ok. Il y en a plus sur l'amont du Lignon que l'amont de la Valette. Donc du coup, c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui est en voie d'extinction, j'ai toujours du mal, pardon, classée en liste rouge au niveau international. On a la chance d'en avoir encore dans le Lignon. Les estimations de population sont plutôt à 2, 3, peut-être 4000 individus si on est optimiste. Clairement, aujourd'hui, on est plutôt en train de les regarder mourir. C'est des individus qui sont nés au siècle dernier, quand je dis siècle dernier, plutôt fin 1800, début 1900, qu'on est en train de regarder mourir. Il y a des travaux quand même qui sont faits de restauration des milieux. On l'a cité, le syndicat navire, les pages travaillent beaucoup là-dessus. Le souci, c'est que, au vu du nombre d'individus qui meurent chaque année, on fait les comptages,
vu la population qui reste, on sait qu'on en a en gros pour une vingtaine d'années. Si dans les 20 ans qui arrivent, on n'a pas relancé la dynamique de la population, on va voir disparaître les moules sur le Lignon. Il y avait des projets de conservatoire, de créer en gros avec la fédération de pêche de la Bretagne, pour l'instant on n'a pas trouvé d'opérateur, en tout cas de financement local, de prélever des moules et des truites du Lignon pour les faire se reproduire artificiellement et relâcher les jeunes moules dans la rivière. Bah là, en termes financiers, pour l'instant, c'est au stand-by, il n'y a pas les sous pour faire ça. Mais il y aurait vraiment moyen de faire un mini conservatoire de la moule, et plus que du Lignon, du Haut-Bassin de la Loire, parce qu'il y en a sur l'Anse, sur l'Arzon, il en reste un petit peu, quelques-unes sur la Semaine. Et côté allié, on en a aussi beaucoup sur la Seuge, la Virlange. Donc il y aurait une affection à avoir, en tout cas, il y aurait un intérêt à préserver cette souche de moules au même titre qu'on a essayé de le faire pour le saumon de l'Atlantique. Et les crevisses? Les crevisses à pied blanc? Ouais. Alors moi je suis beaucoup plus pessimiste pour les crevisses à pied blanc que pour la moule. Sachant que j'étais pas très optimiste pour la moule. Les crevisses à pied blanc, pour remettre le contexte un peu pour tout le monde, les crevisses à pied blanc, c'est les crevisses qui vivaient historiquement dans nos rivières ici, que vous avez dû pêcher ou que vos grands-parents ou parents pêchaient. C'est une des 3 espèces endémiques qui vivaient en France, donc les crevisses à pattes rouges qui est plutôt dans les Vosges, dans le Morvan, et les crevisses de torrent qui étaient plutôt dans les torrents des Alpes, du coup, qui est quasiment disparu, les crevisses des torrents. Aujourd'hui, toutes ces écrevisses-là sont sensibles à une maladie qui est importée par les écrevisses américaines, donc je dis les écrevisses parce qu'il y a plusieurs espèces, et notamment, nous ici sur le Lignon, les crevisses signales, donc les crevisses de Californie, qui amène cette maladie, la peste de l'écrevisse, et qui du coup décime toutes les populations d'écrevisses à pied blanc. En fait, aujourd'hui, tant que les écrevisses à pied blanc, naturellement, ne deviennent pas résistantes à cette maladie, il n'y a pas de solution. Et si vous voulez la petite histoire, pourquoi les écrevisses américaines sont résistantes à cette maladie, c'est encore une fois lié à la géologie et à des temps historiques. La moule perlière, par exemple, elle est présente en Amérique dans les Appalaches. Je vous ai dit, les Appalaches, c'est un reste de la chaîne de montagne qu'il y avait ici. En fait, la moule perlière était présente ici il y a 400 millions d'années, pardon, 400 millions d'années. Et quand les continents ont dérivé, ils ont emporté une partie aux États-Unis. Donc on a aujourd'hui des moules perlières aux États-Unis. Les écrevisses, c'est le même principe. En France, elles se sont diversifiées quand il y a eu cette séparation des continents. Le souci, c'est que pendant la dernière période glaciaire, toute l'Europe était globalement sous un glacier, sous une calotte glaciaire. Du coup, il restait que quelques cours d'eau où on a pu avoir un peu de différenciation génétique, et du coup, ça a abouti à ces 3 espèces. Aux États-Unis, en fait, ils en ont des dizaines d'espèces d'écrevisses. Chaque versant, chaque rivière, quasiment, il y a eu une spécification, parce qu'il n'y a pas eu de glaciation. En tout cas, la moitié des États-Unis de l'Amérique du Nord étaient sous les glaciers, donc il y a pu avoir plus de diversité génétique. Et en fait, les espèces qui n'étaient pas résistantes à la peste, donc qui étaient un champignon commun chez eux, elles ont disparu certainement. Et les autres sont devenues résistantes, et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ici, elles sont démunies parce qu'on a très peu de diversité génétique dans les espèces d'écrevisses. J'ai un peu divagué par là. Est-ce que les projets de barrage sur la Dunière sont annulés ou oui. Alors, je pense que vous parlez du projet qu'il y a eu il y a 2-3 ans dans les gorges de la Dunière vers Moulin de Roucoule, là. Ouais, pour l'instant, à ma connaissance, c'est en stand-by. J'ai même cru comprendre que l'entreprise avait les... Alors, pareil, pour faire le contexte pour tout le monde, il y a, je dirais 3-4 ans maintenant, il y a eu d'un seul coup comme ça un projet qui est apparu sur les gorges de la Dunière, donc en sous le pont de la Vache, on va dire, quoi, pour ceux qui connaissent, de création d'un barrage avec un canal à moitié enterré passant dans la colline, quoi, avec une microcentrale sur plus de 6 km, je crois, je dirais. 6 km. Ouais, 6 km. Il y a eu un lever de bouclier pour le coup, des assos locales, des pêcheurs, des assos environnementales. C'était une entreprise qui développe des énergies renouvelables qui avait identifié, tiens, la Dunière, elle a un débit qui se maintient bien l'été, elle a de la pente parce qu'on est dans le massif central. Il n'y a pas beaucoup de microcentrales, il y en a un peu sur Dunière, sur Riotor, mais pas trop dans les gorges. Et du coup, ils avaient développé ce projet. Après, il n'y avait pas une énorme ambition non plus, ils avaient bossé un stagiaire là-dessus. Mais la fédération de pêche a racheté des terrains dans les gorges pour bloquer le projet, et aujourd'hui, à ma connaissance, il est arrêté. C'est vrai que, encore une fois, ce qu'on dit, c'est que, ok, il faut de l'énergie renouvelable. Moi, je suis pas pro grand barrage, mais en tout cas, ça a un vrai intérêt, les grands barrages hydroélectriques qui stockent de l'eau. Des microcentrales comme ça au fil de l'eau, on allait flinguer les gorges de la Dunière, qui sont l'un des derniers endroits quand même assez sauvages. Les gorges de Guignon sont déjà flinguées par tous les barrages et tous les seuils d'EDF. Là, on pourrait peut-être se dire qu'on laisse tranquille un coin de la Loire.
Mais c'est des choix, ouais, je sais pas, des choix de société, quoi. Merci à tout le monde. Merci.